Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre ce matin une audition sur la réforme des rythmes scolaires. Ces auditions ont lieu dans le cadre de la mission commune d'information sur cette réforme, une mission demandée ici par le groupe UMP du Sénat. Alors cette réforme polémique est désormais mise en place, c'est-à-dire que 6 millions d'écoliers vont désormais à l'école 4 jours et demi par semaine contre 4 jours auparavant dans la plupart des communes. Sur le papier, l'objectif est louable, alléger les journées des élèves en répartissant mieux les 24 heures hebdomadaires et in fine lutter contre l'échec scolaire. Je vous propose donc d'écouter les auditions des parents d'élèves devant les sénateurs. Bien, je vous souhaite la bienvenue au Sénat. Je vous remercie infiniment d'être avec nous cet après-midi dans le cadre des auditions auxquelles nous procédons dans le cadre de la mission commune d'information sur la réforme des rythmes scolaires. Donc cette seconde audition va nous permettre d'écouter le point de vue des parents d'élèves. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. L'audition simultanée de toutes les organisations doit favoriser notre réflexion sur la mise en œuvre de la réforme. Je vais donner la parole successivement à chaque organisation tout à l'heure pour qu'elle nous présente son point de vue sur la réforme et, le cas échéant, ses propositions quant à la mise en œuvre. Je vous demanderai à chacun, s'il vous plaît, de ne pas excéder 10 minutes de présentation, de manière à laisser place aux questions d'abord de Madame le rapporteur et ensuite de l'ensemble des sénateurs ici présents. Nous contraindrons dans un temps de débat global de 2 heures. Voilà, donc nous avons aujourd'hui avec nous Madame Nathalie Kojak, vice-présidente de la Fédération des conseils des parents d'élèves, la FCPE, accompagnée de Madame Karine Autissier, chargée de mission, Madame Sophie Fontaine, présidente de l'Union nationale des associations autonomes de parents d'élèves, l'UNAP, et Monsieur Nicolas Hardy, membre du conseil d'administration et chargé de mission sur les rythmes scolaires. Nous avons également Madame Valérie Marty, présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, la PEP, accompagnée de Madame Myriam Ménez, secrétaire générale. Enfin, Monsieur Christophe Abraham, de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre, l'APEL. Donc je commencerai. Ah, j'ai oublié. Qui est-ce? Et Madame Caroline Saliou, qui est notre présidente. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pardonnez-moi. Eh bien, ah là, il y a un manquement grave, Monsieur Robert. Ah. Voilà, c'est peut-être pas, les tuyaux sont peut-être pas allés jusque. On n'est pourtant pas très loin. Mais... Manque de communication. Je vous prie de m'excuser, Madame la Présidente. Bien, donc nous allons commencer avec les présentations en fonction de l'ordre tel qu'il a été établi dans la chronologie de nos auditions, avec Madame Nathalie Kojak. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, merci d'auditionner la FCPE. Je vous transmets les salutations et les vœux pour cette nouvelle année de la part de notre président, Paul Raoult, retenu par ses obligations professionnelles. Avant tout, je tiens à rappeler que pour nous, parents d'élèves FCPE, ce sont en premier les élèves qui sont concernés par la réforme. Et il est important de souligner que pour une fois dans l'histoire des rythmes, voire peut-être de l'école, les besoins prioritaires et spécifiques des enfants et des jeunes sont pris en compte. Car l'objectif premier de la réforme est bien que les écoliers français ne subissent plus cette extrême concentration du temps d'enseignement. Concentration du temps qui est inadaptée à leur rythme et préjudiciable aux apprentissages. Sur la longueur des journées de classe, le sujet, vous le savez, n'est pas nouveau puisque déjà en 1962, le rapport Debré-Douady dénonçait la fatigue des écoliers français. La FCPE a toujours fondé sa position sur les travaux des spécialistes. Depuis les années 80, les travaux des chronobiologistes démontrent que les rythmes de l'enfant et ceux de l'école française ne coïncident pas, ne sont pas en harmonie. L'Académie de médecine ne dit pas autre chose. Cette réforme est donc en quelque sorte une prescription médicale dans l'intérêt des enfants. À cette rentrée, près de 25% des élèves du primaire ont bénéficié du retour à la semaine de 4 jours et demi. Un retour qui devrait être salué tant l'organisation depuis 2008 était l'exception française, décriée par tous les acteurs de la communauté éducative, les experts, les hommes et femmes politiques de droite comme de gauche.
Près d'un écolier sur 4 a aujourd'hui des journées de classe plus courtes, un temps scolaire mieux réparti dans la semaine. L'objectif principal est donc atteint. Faire mieux coïncider les temps de l'enfant et ceux de l'école. Nous constatons d'ailleurs souvent qu'à rebours des discours des adultes, les enfants sont plutôt contents de faire des choses différentes dans l'école, contents que leur journée de classe, d'apprentissage scolaire soit plus courte. Certains ont dénoncé la fatigue des enfants en cette rentrée. Je dirais quoi de plus normal? Après 8 semaines de vacances, ils ont tous les ans du mal à reprendre le rythme de l'école, à se lever plus tôt, à encaisser aussi la fatigue intellectuelle. S'ajoute à cela, nourri par le discours ambiant, l'anxiété des parents qui, ne l'oublions pas, attendent beaucoup de l'école. À l'FCPE, nous pensons depuis longtemps qu'il ne faut pas plus de 5 heures d'enseignement par jour à l'école primaire, car au-delà, les enfants ne peuvent plus correctement assimiler ce qu'ils apprennent en classe. Dans le second degré, il faut se limiter à 6 heures par jour au collège et 7 heures au lycée, et 35 heures TTC, tout travail compris, avec des emplois du temps pensés pour les élèves et non pas en fonction de la disponibilité des adultes. J'ajoute qu'il faudra laisser du temps à cette nouvelle organisation pour en mesurer les résultats. Nous continuons aussi de penser que la meilleure organisation de la journée repose sur une pause méridienne allongée, 1h30 minimum, quel que soit l'âge de l'enfant, du jeune, même si cela pourrait imposer des contraintes à l'ensemble de la communauté éducative. À la FCPE, nous sommes donc certains que la semaine de 4 jours n'est pas adaptée au rythme des enfants et notamment à ceux qui sont en difficulté. Au moment de la concertation nationale sur la refondation de l'école, experts et enseignants ne disaient pas autre chose. Et la conférence nationale des rythmes en 2011 préconisait l'abandon de la semaine de 4 jours et s'interrogeait même sur son interdiction. Cette réforme est donc une formidable aventure éducative et pédagogique. Elle est une excellente occasion pour qu'enfin le temps périscolaire soit reconnu comme un véritable temps éducatif, sans verser nécessairement dans la surenchère d'activités. Les enfants ont aussi besoin d'être au calme, de temps entre copains et parfois même de s'ennuyer, comme le disent les chronobiologistes. Les activités complexes qui demandent beaucoup de concentration sont aussi fatigantes que les activités qu'ils font à l'école. Inutile donc de se lancer dans une compétition pour savoir qui développera l'activité la plus prestigieuse ou la plus coûteuse. D'autant que ces activités doivent rester gratuites pour les familles. N'y a-t-il pas d'ailleurs une contradiction entre regretter que les enfants ne puissent plus se reposer et dormir le mercredi matin, pour ceux qui le peuvent, et exiger toujours plus d'activités? Nous avons un moyen de moderniser l'école, de l'ouvrir sur la société, de lui donner de la cohérence à travers les projets éducatifs de territoire. La transformation en profondeur de notre école est un enjeu crucial pour l'avenir de nos enfants. C'est en permettant la rencontre des intelligences et en construisant collectivement que nous réussirons cette réforme, pour les enfants d'abord. Cette réforme est donc une bonne réforme à condition d'être pensée dans cet intérêt, dans l'intérêt de l'enfant, et de mettre de côté nos intérêts particuliers d'adultes. Nous avons en effet remarqué que cela marche mieux lorsque les choses sont organisées pour que cela marche mieux, et que la communauté éducative, et par là j'entends parents, enseignants, élus, éducateurs, dans son ensemble, est associée à son élaboration et à sa mise en œuvre locale. Concernant la mise en œuvre, je tenais à préciser que notre réflexion est nourrie par les parents d'élèves pour les élèves. Donc la FCPE souhaite vous adresser des préconisations qu'il semble important de prendre en compte. Créer des lieux de dialogue et de construction collective pour que les décisions soient prises avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Ces lieux de décision permettront également de trouver des réponses locales pour des questions pratiques comme les locaux, le transport. Ce qui permettrait également de soutenir certains territoires en difficulté dans la réflexion, voire dans la mise en œuvre. Développer l'aspect pédagogique de la réforme en diffusant auprès des enseignants et de tous les éducateurs les travaux de recherche sur la chronobiologie et sur l'alternance équilibrée des activités pédagogiques. Intégrer la question des devoirs à la maison, qui, rappelons-le, sont théoriquement interdits depuis 1956. Rappeler que dans la fatigue des enfants, l'irrégularité des horaires de lever et de coucher a une part de responsabilité. Organiser les horaires en fonction des besoins physiologiques des élèves. Ainsi, rappeler que les enfants de maternelle doivent déjeuner le plus tôt possible et doivent être couchés également le plus tôt possible. Intégrer le temps de repos, quel que soit l'âge des enfants, de manière souple, en tenant réellement compte des besoins et de l'état de fatigue momentanée. C'est s'adapter à l'enfant. Garantir la gratuité des activités périscolaires pour les familles. La FCPE revendique que l'argent public aille à la seule école publique.
Ne pas tomber dans le piège de la suractivité, permettre des temps de détente et de décompression, de liberté, de jeu, de rêve, libérer l'enfant de la pression permanente, souvent imposée de façon inconsciente par les adultes. Préparer l'école à accueillir le monde périscolaire en incitant par exemple à la rédaction de chartes de partage de locaux, aussi bien pour les salles de classe que de motricité, mais aussi pour amener la réflexion sur les temps de transition entre temps scolaire et temps périscolaire dans les écoles. C'est aussi une occasion d'ouvrir l'école sur son territoire. Ouvrir les discussions sur l'organisation de l'année scolaire et sur les emplois du temps dans le second degré. Pour conclure, ce retour à une semaine de 4 jours et demi, plus équilibrée dans sa rythmicité, est pour la FCPE une des étapes de la refondation de l'école de la République, l'école publique gratuite et laïque, qui devra permettre à nos enfants, à tous les enfants en tout point du territoire, dans une école bienveillante, de devenir les citoyens de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kojak. À présent, Madame Sophie Fontaine, présidente de l'ANAF. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission. Au nom des parents d'élèves autonomes et des associations de parents d'élèves affiliés à l'UNAP, je vous remercie de nous permettre de nous exprimer sur la mise en place de la nouvelle organisation du temps scolaire. Le ministre a demandé que l'on ne perde pas de vue le bien-être des enfants. En cela, la nouvelle organisation du temps de travail, de remédiation et de détente constitue une première étape indéniable. L'UNAP approuve le principe de l'allègement de la journée d'enseignement à 5h30 avec une durée minimale de la pause méridienne fixée à 1h30, qui nous semble plus respectueuse des rythmes naturels de l'enfant. En application des principes du mouvement autonome de parents d'élèves, l'UNAP rappelle que toute concertation avec l'ensemble des partenaires de l'éducation nationale doit se faire dans le respect de chacun et doit tenir compte du choix des parents. En maternelle, l'application de la réforme reste un chantier ouvert. Mais la prise en compte de la sieste comme une activité pleine et entière semble une bonne chose pour le respect de la chronobiologie de l'enfant. L'UNAP a demandé à ses associations locales de participer de manière positive et constructive à l'élaboration de leur projet local. Les rythmes scolaires que depuis 1976 faisaient régulièrement polémique sont maintenant concrets pour une partie non négligeable d'établissements scolaires et de communes. Pour autant, cette réforme est vécue comme une véritable révolution de la vie des écoles, des communes, mais aussi des familles. Au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2013-2014, les pièces du puzzle se sont mises en place dans les communes qui expérimentent de nouveaux rythmes depuis la rentrée. Sans doute est-il trop tôt pour tirer des conclusions objectives des remontées. Pour la grande majorité des communes, cette année scolaire 2013-2014 est une année studieuse. Dans les deux cas, nous sommes au début du processus et de nombreux points d'amélioration demeurent. Les problèmes pédagogiques cohabitent avec les problèmes techniques que seul le temps et l'implication de chacun des partenaires seront en mesure d'améliorer. Nous constatons que même dans les écoles où cela se passe bien, les familles vivent plutôt ce changement comme une dérégularisation, non pas du temps scolaire de l'enfant, mais de sa journée dans sa totalité. Nous observons que l'anxiété des parents ne faiblit pas et les interrogations se confirment sur les horaires, une régularité de ceux-ci est demandée, la collation indispensable à l'allongement de la durée de la matinée, une aide plutôt logistique de la commune, la qualification des personnels recrutés, la diversité, l'hétérogénéité des activités proposées, la gratuité des activités pour les enfants qui y participent, la liberté de choix laissée aux enfants et aux parents d'y participer, de les pratiquer, la confusion entre le temps scolaire et le temps périscolaire pour les enfants. Le choix de la demi-journée. Concernant la demi-journée de travail supplémentaire, l'UNAP a laissé le choix aux associations locales d'élaborer le meilleur dispositif. Dans leur grande majorité, les parents d'élèves autonomes regrettent que le mercredi ait été imposé de manière administrative. L'UNAP rappelle que le samedi matin
est une matinée favorable aux échanges entre les deux parents et l'équipe enseignante. Nous demandons une équité de traitement pour les projets dits dérogatoires. Par ailleurs, les craintes demeurent en ce qui concerne l'organisation d'étapes. Nous souhaiterions une visibilité d'ensemble sur les offres d'activités pédagogiques complémentaires proposées et les activités périscolaires. Ces activités doivent être mises en cohérence et s'articuler entre elles. Le financement. Notre Union nationale a conscience qu'il faudra du temps et un financement adéquat pour mener à bien l'application du décret. Nous regrettons que les collectivités locales soient de nouveau mises à contribution sans bénéficier dans la durée d'une compensation financière satisfaisante, ni d'ailleurs d'un mécanisme de péréquation permettant aux petites communes d'offrir des prestations similaires aux grandes communes. Nous rappelons que la gratuité de l'enseignement est un principe majeur de la République et qu'à ce titre, la mise en place d'activités onéreuses dans le cadre de l'école nous semble contraire au principe d'équité entre nos enfants au sein d'une même école. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur les nouvelles attributions en matière d'enseignement données aux municipalités, car pour la première fois, ces collectivités n'ont pas seulement une obligation de mise en œuvre de moyens, mais également de réalisation d'un projet éducatif. Nous constatons que l'équité d'enseignement et d'activité entre tous les enfants est mise à mal. La qualification des personnels recrutés. Nous pensons que les équipes d'animateurs devront être renforcées et stabilisées en nombre d'effectifs. Afin de mettre fin au statut précaire d'une catégorie d'animateurs qui fragilise l'action des accueils de loisirs, entraînant une rotation incessante de ces personnels d'encadrement, l'UNAP demande que de vraies perspectives professionnelles leur soient offertes. Afin de se donner les moyens et les ambitions qualitatives pour nos enfants, l'UNAP souhaite, pour les communes n'ayant pu recruter les personnels compétents pour la mise en place de cette réforme, qu'une disposition transitoire leur permette de bénéficier d'une année supplémentaire. L'UNAP souhaite également que le décret sur la réforme des rythmes scolaires bénéficie d'une nouvelle lecture par les parlementaires, et ce, pour mettre fin à la mise en place d'une inégalité de traitement et d'accès au savoir, pour se donner les moyens de rendre l'étape obligatoire et de ce fait gratuit. En conclusion, nonobstant un réel manque de concertation et une trop faible prise en compte de l'avis des familles, nous constatons à travers tous les témoignages reçus un vrai besoin de réforme, une réelle volonté de participer à sa mise en place, d'être acteurs actifs plutôt que passifs. De nombreuses associations ont réalisé un véritable travail de partenariat au service des enfants, des parents, mais aussi des enseignants, afin que cette réforme, qui sera adoptée in fine par tous à la rentrée prochaine, réponde aux besoins et favorise un épanouissement pour tous. Depuis la mise en place des rythmes scolaires dans certaines écoles, les parents ont demandé à rectifier certains paramètres tels que les horaires de cantine, l'organisation des activités, la redistribution des locaux. Dans trop de cas encore, l'intérêt de l'enfant passe après celui de l'adulte. Très peu d'associations extérieures sont partie prenante, pour le moment, dans les activités périscolaires. On sent un flottement quant au partenariat extérieur à mettre en place, le choix se portant le plus souvent sur des animateurs diplômés. Sans doute joue-t-on la carte de l'habitude ou de la sécurité. Certaines villes essaient d'y répondre en mutualisant leurs moyens et réduisant de cette manière les coûts pour la commune, donc pour les familles et les autres contribuables. Dans beaucoup de localités, on dénonce l'obligation de devoir supporter un coût sans l'avoir choisi. En application des principes du mouvement autonome de parents d'élèves, l'UNAP respecte les décisions des associations locales. Nous souhaitons que les réflexions, les observations qui seront évoquées lors des prochains conseils d'école le soient dans le respect des parents élus. L'UNAP n'oublie pas ce qui est proposé à vocation à sortir de la situation actuelle, c'est-à-dire
améliorer notre système éducatif, remonter dans le classement PISA, former nos enfants aux enjeux du futur. Pour cela, passera par une pleine collaboration avec les enseignants et l'acquisition de nouvelles techniques de travail d'équipe entre eux. Le mouvement autonome de parents d'élèves attend beaucoup de la refonte des programmes sans laquelle la réforme des rythmes scolaires n'aura pas de véritable sens. Il nous reste toutefois à inventer une école qui permette à chacun de nos enfants de ne plus se sentir rejeté du fait d'une sélection trop hâtive, une école qui donne du temps aux enfants dans l'acquisition de leurs compétences, en particulier par l'instauration d'unités de valeur au sein de leur cursus. Aussi et enfin, au-delà de l'acquisition du socle des connaissances, une école qui valorise la compétence de chacun de nos enfants tout au long de ses apprentissages. Merci. Merci Madame Fontaine. La parole est à Madame Marty, présidente de la PEP. Tout à fait. Merci de nous accueillir et de nous permettre de parler des rythmes scolaires, un sujet qui est très intéressant et important pour les parents d'élèves. Pour la PEP, le sujet de l'aménagement du temps scolaire est un vieux sujet. Ça remonte dans les années 50 même, si on veut vraiment réfléchir un peu et regarder ce qu'on a fait depuis et les réflexions que nous avons menées. Je pense qu'on ne peut pas, pour nous, on regrette un petit peu que les rythmes scolaires, l'aménagement du temps scolaire aient été uniquement abordés sur la semaine et la journée. Il y a aussi le débat sur la répartition des vacances scolaires et c'est important, il faudrait qu'on s'attache à cela. Dans un premier temps, nous avons regretté l'absence d'une concertation nationale sur la mise en œuvre de la réforme. Parce que si on a parlé d'un consensus au niveau, je dirais, de l'idée d'un aménagement, d'une réflexion, puisque ça fait de fort longtemps que nous travaillons tous ensemble dessus, sur la mise en œuvre qui est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui, nous aurions aimé travailler réellement et ça, pour nous, aurait nécessité probablement une grande réunion nationale avec tous les acteurs, collectivités locales, enseignants, parents d'élèves, associations, pour vraiment travailler finement et voir ce que l'on pouvait proposer. Donc c'est un petit peu avec dommage qu'on a vu arriver un décret au Conseil supérieur de l'éducation, mal ficelé, je dirais. C'est dommage parce qu'il n'est même pas passé en commission spécialisée, mais c'est un regret. Donc c'est pour ça qu'on aurait peut-être pu travailler un petit peu en amont et prendre un peu le temps de faire cette réforme. Donc premier constat sur une précipitation qui n'était pas forcément nécessaire, en tout cas pour nous. Une réforme donc très complexe à mettre en œuvre parce que lorsqu'effectivement la réforme des 4 jours, lorsque les communes sont toutes passées à 4 jours, nous avons perdu avec l'aide personnalisée 2 heures. Donc ça complique évidemment le retour aux 4 jours et demi, il ne faut pas l'oublier. Les communes qui ont mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires en 2013 ont consulté les parents d'élèves, les enseignants, etc. Néanmoins, ce que nous avons constaté, c'est bien dommage, et ce qui fait aussi que les parents sont un petit peu dans le mal-être, et parfois les représentants de parents d'élèves ou même les enseignants, c'est que les conseils d'école ont été une instance qui pourtant qui a tout son sens dans les rythmes scolaires, je dirais, ont été un petit peu exclus des discussions. Parfois on a voté l'organisation, parfois on ne les a pas votées. On est aussi pour les communes qui sont en train de discuter sur 2014, qui ont fixé les horaires. Parfois elles ont demandé au conseil d'école de toutes leurs écoles de voter, parfois c'était juste pour une présentation, une grande confusion, et c'est bien dommage parce que le conseil d'école est une vraie instance, c'est là où vraiment la communauté éducative dans son sens existe réellement. Donc c'est un petit peu dommage que ce conseil n'ait pas pu participer à cet aménagement du temps scolaire. Alors on a eu des commissions, je dirais, aux contours très divers, c'est-à-dire que parfois dans certaines communes on a les parents d'un côté, les enseignants de l'autre, ou les parents et les directeurs d'école, qui ne sont pas les supérieurs hiérarchiques bien évidemment des enseignants, dont des équipes pédagogiques ne sont pas forcément représentées par des gens pour elles qui sont représentatifs. Donc des choses très très compliquées, et on voit à un moment donné sur une organisation très compliquée où à la fois on a le temps scolaire, donc de la responsabilité de l'IEN et du DAZEN, et de l'autre côté des temps d'activité périscolaire, de la responsabilité du maire, avec une commission, on ne sait pas qui décide de quoi et comment le lien se fait. Donc un grand malaise dans l'organisation, je dirais, qui fait qu'effectivement c'est compliqué. Et qui gère le global, qui va dire si c'est bien réellement l'organisation que propose la mairie, eh bien, on n'a pas réellement d'organes, je dirais, de validation, entre guillemets, puisqu'on a des organisations parfois et des propositions qui font que les DAZEN valident simplement les horaires de sortie et de temps de classe, et qu'après, ce qui est proposé, c'est proposé par la mairie, c'est de la responsabilité du maire. Donc, c'est là où la difficulté se fait, et parfois, on a des organisations qui paraissent difficiles, enfin, qu'on comprend difficilement, comme par exemple des mairies proposent une heure de sortie
sortie 1 heure plus tard, c'est-à-dire qu'on allonge la journée de classe, je dirais le temps de présence à l'école d'1 heure, puisqu'on a des propositions maintenant d'organisation où les enfants sortiront de leurs activités périscolaires à 17h30 au lieu de 16h30. Donc des choses qui sont parfois surprenantes, pourquoi pas, mais voilà, c'est une question pour nous qui nous paraisse importante de savoir qui va gérer, qui gère réellement le temps global, puisque maintenant il faut parler d'un temps global de l'enfant. Alors nous demandons bien évidemment la gratuité de ces activités périscolaires. Alors elles ne sont pas toutes gratuites, hélas. Dans certaines communes, il faut dire qu'il y a un accès qui est réservé aux familles, il faut que les deux familles travaillent, les deux parents travaillent pour avoir cet accès aux activités périscolaires. Alors ça pose quand même problème parce qu'une sortie à 15h ou à 15h45, c'est quand même... Et puis sur l'idée même de la réforme et de l'équité un petit peu des enfants, voilà. Donc ça arrive. Donc pour nous, ça nous pose problème. Dans d'autres communes, vous avez à la fois la garderie gratuite et en face les belles activités, mais qui, elles, sont payantes. Donc en termes des qualités, et ça, c'est des grandes villes, hein, je ne veux pas dire quelles sont, je ne les nommerai pas, mais ce sont des grandes villes, c'est très choquant. Réellement, c'est très choquant et ça ne va pas dans le bon sens. Donc nous sommes pour la gratuité. Attention, parce que dans beaucoup de communes qui sont en train de discuter en 2014, c'est plutôt l'aspect payant, c'est-à-dire que ce sont les usagers qui payent. Donc il faut quand même s'alerter là-dessus. On voit bien les inégalités, bien évidemment, qui sont offertes, les inégalités territoriales, c'est-à-dire qu'une commune comme Paris, bien évidemment, n'a pas les mêmes moyens qu'une commune qui est de l'autre côté du périphérique, mais bien évidemment, on n'aura pas les belles activités, comme moi j'ai vu, effectivement, que la ville de Paris peut mettre en place. Et bon, ça, c'est une évidence, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même poser ça. Il faut quand même qu'on réfléchisse ensemble à cela. Et ça nous paraît important quand même, voilà. Même si, en termes d'objectifs de la réforme, il faut quand même dire, et les autres organisations en ont parlé, attention à la surenchère d'activités. Les communes veulent bien faire et en faisant bien, eh bien, on fait mal. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut montrer qu'on a des belles choses, etc. Mais ce n'est pas le but de la réforme. Il faut du temps pour expliquer à tous que le but de la réforme, c'est de prendre en compte les rythmes chronobiologique, je vais y arriver, de l'enfant. C'est-à-dire qu'attention, un enfant a besoin de pause, un enfant a besoin de ne rien faire, un enfant a besoin à un moment donné de se poser et d'avoir des temps calmes. Ce n'est pas ce que la réforme nous propose et c'est bien dommage. Quand on regarde un petit peu le rapport et qu'on relit le rapport de l'Académie de médecine, il pointait qu'il y avait des pics de vigilance, d'attention de l'enfant. Le matin de 10h à 11h, bon, la réforme le respecte, c'est très bien, l'après-midi de 15h à 16h. Donc, à quelle heure sont placées ces activités périscolaires? Eh bien, entre 15h et 16h. Voilà. Donc ça nous a posé un problème. Je comprends bien la contrainte qui est de trouver un accord, un consensus entre les parents d'élèves, les animateurs, les enseignants, mais réellement, il faut quand même à un moment donné poser ces choses. L'organisation doit tenir compte aussi de l'âge de l'enfant, parce qu'un enfant qui est petit n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant qui est plus grand. Donc les enfants de maternelle, nous avons été les premiers à alerter le ministère là-dessus, eh bien, n'ont pas les mêmes besoins que les enfants qui sont en élémentaire. Donc je pense qu'il y a des mairies, je dis très honnêtement, il y a des mairies qui ont eu cette vision, une première approche, qu'on dit, écoutez, on va, même la mairie de Paris, a dit, non, je vais faire une organisation particulière pour les maternelles et une organisation pour les élémentaires. Eh bien, ça, c'est une bonne approche, sauf qu'après, l'éducation nationale dit, mais je n'arriverai pas à gérer mes enseignants, c'est trop compliqué, etc. Voilà. Bon, moi, je vous dis ce qu'on nous a dit, mais je pense qu'il est nécessaire au niveau de la maternelle de repenser. Les enfants n'ont pas les mêmes besoins. La pause du mercredi matin semble, d'après le rapport de l'Académie de médecine, importante pour des enfants d'un jeune âge. Les activités périscolaires qui sont proposées en maternelle, c'est difficile de les mettre en place, c'est difficile d'offrir des activités à ces enfants, c'est difficile d'avoir des encadrants formés pour des jeunes enfants, c'est très très compliqué, il faut bien l'avouer. Et donc, en tout cas pour nous, à l'heure actuelle, nous demandons à ce que la réforme ne soit pas obligatoirement, on n'oblige pas les communes au niveau des maternelles, si elles ne se sentent pas capables de le faire, de passer à 4 jours et demi pour les écoles maternelles et peut-être se concentrer préférablement sur les écoles élémentaires,
où là, effectivement, on peut proposer des activités et c'est plus facile aussi pour les communes. Alors nous avons noté, nous, un certain nombre de choses sur lesquelles ce sont ce qu'on appelle, nous, des points saillants qu'on trouve importants. C'est l'impréparation de la liaison du temps d'enseignement et du temps périscolaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à cette zone, c'est-à-dire qu'on passe du temps d'école au temps du TAP. C'est-à-dire que les enfants passent d'un temps à l'autre, sans récréation, sans pause, sans zone tampon. Et voilà, donc c'est une accumulation d'activités l'après-midi. Et il n'y a pas cette possibilité qui est offerte aux enfants de vraiment un sas de décompression. Et on voit bien que ça n'a pas été pensé. On a plutôt bouché les emplois du temps, on les a remplis d'activités sans penser à ces temps-là. Et je pense que c'est important de le faire. La formation des encadrants aussi, leur capacité à gérer une activité, évidemment, c'est pas évident lorsqu'on a des objectifs entre garder des enfants, animer plus ou moins, faire une garderie, garder des enfants et avoir des objectifs d'activité. C'est-à-dire que j'ai une idée, je vais leur faire ça, j'ai un projet et je vais essayer d'amener les enfants à ça. Et ça demande un tout petit peu plus de compétences. Donc effectivement, il faut que les encadrants soient un peu mieux formés. Et bon, ça pose, mais ça, vous le savez, un certain nombre de problèmes, et surtout, je disais, pour les jeunes enfants. Les problèmes de sécurité aussi, au sein des écoles, c'est un vrai problème. Je sais que des ajustements ont été faits dans les écoles qui sont passés en 2013. Néanmoins, ils perdurent. Le nombre d'intervenants, le nombre de personnes qui sont dans l'école, qui changent quand on a des bénévoles. Donc, on ne les a pas forcément identifiés. C'est des choses qui existaient avant, bien évidemment, lorsque on avait, après le temps scolaire, les garderies existaient. Et ces problèmes de sécurité existaient déjà, bien évidemment. Mais là, on les met en exergue puisqu'on a un temps qui est plus grand. Et puis surtout sur les bénévoles qui interviennent dans le temps périscolaire, comment sont-ils recrutés? Qui sont ces personnes? Quelle est la sécurité qu'on a que ces personnes vis-à-vis des enfants? Est-ce qu'on a contrôlé leur casier judiciaire, des choses comme ça? Sur les questions que se posent les parents, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui interviennent auprès des enfants. Ensuite, quelque chose qui demandera un peu plus de temps, mais néanmoins qui est nécessaire, est l'absence de cohérence éducative entre le temps scolaire avec les règles, le règlement intérieur de l'école, comment on se comporte avec les enfants, et l'étape, c'est-à-dire est-ce que j'ai les mêmes règles, est-ce que j'ai les mêmes attentions, est-ce que les règles d'autorité, les règles de vie sont les mêmes? Et bien souvent, elles ne sont pas les mêmes. Voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir au niveau du dialogue. On n'a pas eu le temps de se poser pour faire un règlement intérieur et de se poser et de se dire, ben voilà, effectivement, la manière dont on se comporte, c'est ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Il faut effectivement qu'il y ait une règle, une cohérence entre ces temps-là, et c'est nécessaire de le faire. Ensuite, vient maintenant, au fur et à mesure, la problématique de l'inclusion des enfants porteurs de handicap sur ces activités, avec effectivement la présence ou non d'AVS. Ça va être un sujet prégnant et c'est important aussi de pouvoir réfléchir à cela, comment on intègre ces enfants à ces activités. Le positionnement de l'APC, où est-il mis? Les activités pédagogiques complémentaires, nouvelles aides personnalisées. C'est intéressant d'aller regarder où on les a placés, parce que parfois, ils sont placés, les APC, le mercredi matin, c'est-à-dire après les 3 heures ou les 2h30 de cours à la fin. Comme un petit peu, et c'est important, je pense, que l'APC, on fasse une attention particulière sur le positionnement de cette aide, de ce temps complémentaire et supplémentaire. Pour nous, en tout cas, ce que nous avons constaté, c'est que le morcellement de l'emploi du temps, le saucissonnage, n'est pas bon pour les enfants. C'est ce qui les désoriente, surtout s'ils sont jeunes. Et il est important de réfléchir à la fluidification des temps, que ce soit au niveau des objectifs pédagogiques, des objectifs, et aussi des cohérences éducatives. Alors, ce qui nous paraît aussi, pour conclure, je dirais, je pense qu'il est important, au niveau de l'aménagement du temps scolaire, c'est un sujet dont les parents d'élèves sont quand même, avec les enseignants, les moteurs, ce sont les acteurs, ils doivent être, à mon avis, mieux consultés. Le dialogue doit se faire et le dialogue doit prendre du temps.
Donc il faut laisser aux communes, je sais qu'elles sont encore en train de travailler et de discuter encore avec les enseignants et les parents. Je pense qu'il est nécessaire que ce temps soit donné et qu'on écoute les parents dans leurs attentes et que l'aménagement ne se fasse pas de manière autoritaire, comme dans certains cas, afin qu'ils puissent être participés beaucoup plus et que réellement la notion de communauté éducative ait tout son sens sur ce thème. Merci beaucoup, Madame Marty. La dernière présentation, c'est Madame Caroline Saliou, présidente de l'Appel, qui va nous la faire. Oui, merci Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Ce sera une présentation à deux voix, puisque je suis là en tant que présidente et Christophe Abraham est là en tant que permanent. Et il fait partie, nous avons mis en place au sein de l'enseignement catholique un groupe de travail sur la mise en place de ces rythmes scolaires et c'est Christophe Abraham qui y siège. Les rythmes scolaires, une histoire longue, une histoire à rebondissement, une histoire qui date depuis 30, 40, 50 ans. On a depuis le début oublié que c'était l'intérêt de l'enfant qui était au cœur de ces rythmes scolaires. On a cru au départ de la réforme, de la refondation de l'école, que tout le monde s'intéressait à l'enfant, que l'intérêt de l'enfant était une des priorités. Et puis, les mois passant, on s'est aperçu que chacun ramenait la couverture à soi, parents compris, en se disant eh bien, moi, je vais changer mon rythme aussi et ça ne me convient pas, les enseignants de la même façon. Donc, nous voulons et nous tenons à garder absolument un regard positif sur cette réforme et sur la mise en place de ces rythmes scolaires, parce qu'on sait depuis des années que les rythmes ne sont pas bons, que les enfants fatiguent, que les enfants ne vont pas avec plaisir à l'école, quand on sait que 70% des collégiens en quatrième disent s'ennuyer à l'école sans pour autant être en difficulté, mais quand en quatrième déjà on ne va pas de bon cœur au collège, ça dénote quelque chose. Alors bien évidemment, un enfant qui va bien et s'adaptera à tout. Mais qu'est-ce que l'on fait de ces 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans formation? C'est bien parce qu'à un moment donné, le rythme de l'école ne leur a pas convenu. Donc continuons cette réforme, allons-y, ayons un regard positif, ne soyons pas dans le dénigrement permanent, et puis arrêtons de concentrer nos regards sur le périscolaire. La réforme des rythmes scolaires, ça n'est pas le périscolaire, c'est la journée. Comment va se dérouler cette journée? Comment l'a-t-on réduit? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Comment allons-nous après dérouler la semaine, le mois, l'année? On n'a pas reparlé du mois de juin. Enfin, je vais vous en reparler dans mon propos un peu plus tard. Mais voilà, on a toute l'année à repenser, on a les programmes à repenser. La réforme des rythmes ne va pas se faire sur 3 mois, là les 3 premiers mois de l'année scolaire qui viennent de se dérouler, où tout le monde condamne tout. Laissons du temps, adaptons-nous, sachons corriger ce qui ne va pas dans cette réforme, chacun dans son établissement. Concertons-nous. Je pense que la première des choses, c'est que la réflexion doit avoir lieu au sein de l'établissement en communauté éducative. Les mairies ne peuvent pas imposer sous des prétextes. Mais j'entends les problèmes financiers des mairies. On est allé vers eux en disant c'est vous qui allez. Oui, non, mais bien sûr. Mais la première des concertations doit avoir lieu à l'intérieur de l'école. Quel projet mettons-nous en place? Quel rythme scolaire par rapport à quel projet éducatif, quel projet d'établissement? On n'en est pas toujours là. Aujourd'hui, certains l'ont bien réussi, cette réforme. Je crois que c'est Valérie Marty qui l'a évoqué tout à l'heure. Dans certains endroits, ça se passe très très bien. Mais il doit y avoir un lien fort entre les rythmes scolaires, la réforme des rythmes scolaires et le projet d'établissement. Alors, j'en étais où? Donc oui, on doit garder à l'esprit donc ce temps de vie des élèves en classe. La vie de la classe, c'est vraiment le point fondamental de la réforme. Alors 4 demi-journées sur 5 jours, ça fait 5 matinées pour les enfants. C'est vraiment là où le temps d'apprentissage est le plus optimal pour les enfants. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut savoir quelles compétences on veut leur faire acquérir, quels enseignements fondamentaux on va mettre sur ces 5 demi-journées. Pour nous,
il semblerait que, et pour les chronobiologistes d'ailleurs, que la coupure du mercredi matin était du mercredi était une bonne coupure et que plutôt, en étant sur 4 jours et demi, prenons le samedi matin. Alors j'entends aussi les mairies qui financièrement ou si on allait vers le collège, les conseils généraux, qui ont du mal à voir côté financier cette demi-journée du samedi matin. Et pour autant, c'est vraiment celle qui conviendrait le mieux aux enfants. Et là, c'est vraiment aux enfants, parce que les parents aussi, on a besoin de leur expliquer, ne sont pas d'accord sur... Enfin, pour la plupart, hein, certains. Je pense qu'il y a une réelle réflexion, enfin, une réelle responsabilité des fédérations de parents pour aller vers les familles, vers les parents, pour leur expliquer ce qu'est le rythme d'un enfant et ce qu'est une semaine pour un enfant scolarisé. Donc, lundi, mardi, travailler le matin principalement, la coupure du mercredi pour leur permettre de récupérer, parce que même si on nous dit ils vont en nourrice, ils vont dans une crèche ou enfin une garderie, ça n'est pas la même chose que d'être en classe et d'être dans un endroit où on doit acquérir des compétences, où on doit travailler. Donc la coupure du mercredi, le jeudi, vendredi comme le lundi, mardi travailler, et le samedi matin où là on pourrait permettre aux enfants bien, de revoir certaines acquisitions qui sont un peu plus faibles, avoir du temps différent avec eux. Pour les enseignants, ça n'est pas la même chose non plus. Et puis, ça permet aux parents, puisqu'on sait que ce lien famille-école est extrêmement important pour la réussite de l'élève, ça permet aux parents le samedi matin de rejoindre l'école, d'avoir ce lien avec l'établissement scolaire qui est extrêmement important, que l'enfant sente que son parent est près de lui à l'école. Alors c'est vrai que pour les familles divorcées, c'est un véritable souci. On ne peut pas... Il est difficile d'imposer à certains parents d'être présents le samedi matin à l'école quand on habite à 150 km du lieu de scolarisation de son enfant. Mais voilà, si on reste sur l'intérêt de l'enfant, c'est vraiment le samedi matin qui est important. Il faut absolument garder une vraie pause méridienne d'1h30. C'est important pour les enfants le midi de récupérer un peu, de souffler par le biais du repas et puis d'un temps de décontraction sur la cour ou ailleurs. Le périscolaire, même si ça n'est pas, comme je l'ai dit au début de mon propos, le cœur de la réforme, c'est pas sur ça que doit porter toute la réforme. Il est quand même très important de mettre des choses, des activités intéressantes pour les enfants en place. Il faut donc que ce périscolaire soit aussi en lien avec le projet d'établissement, avec le projet éducatif. Donc, ce qui nécessite une concertation importante entre la communauté éducative et puis les associations, les groupes qui pourraient venir dans cette entrée dans ce lien avec l'école au travers du périscolaire. Ce qui permet aussi de développer chez certains enfants, en fonction de ce qu'on va leur faire faire sur le périscolaire, de développer certaines autres compétences. Ils vont pouvoir se réaliser au milieu d'une activité. S'ils sont en difficulté à l'école, leur faire faire une autre activité, je ne sais pas moi, du théâtre, du cinéma, où ils vont exceller, ça va leur redonner confiance en eux et ça va avoir un bénéfice sur le temps scolaire et l'acquisition des compétences scolaires purement. Donc, ne négligeons pas ce périscolaire et mettons-le bien en lien avec le projet d'établissement. Ça permet aussi à certaines familles d'accéder à certaines activités qu'ils ne pourraient pas faire sur un temps familial ou personnel parce que la famille n'a pas la possibilité financière ou n'a pas, alors c'est difficile de dire ça, mais socialement, n'a pas cet état d'esprit de faire participer leurs enfants à certaines activités. Donc pour certaines familles, c'est vraiment c'est indispensable. Il faut aussi, évidemment, on l'a évoqué au départ, qu'il y ait un lien entre le projet d'établissement et le périscolaire, mais il faut aussi qu'il y ait un lien fort entre les enseignants, le travail des enseignants et le périscolaire. Alors évidemment, mais mes collègues l'ont évoqué tout à l'heure, ça n'est absolument pas une garderie qui doit être proposée aux établissements et c'est ce que l'on entend
le plus souvent en ce moment, c'est que la réforme est décriée, le périscolaire est décrié, parce que beaucoup, pour mettre en place cette réforme, sont allés vers de la garderie, et j'oserais même aller jusqu'à dire jusqu'à du gardiennage, ce qui fait que les enfants, on n'apporte rien aux enfants, intellectuellement, physiquement, ça ne leur donne rien du tout. Et bien au contraire, ils sont beaucoup plus fatigués que par le passé sur la semaine de 4 jours. Donc on a toujours dit que la semaine de 4 jours n'était pas bonne. Et là, en ce moment, eh bien, certains reviendraient bien à la semaine de 4 jours parce que ce qu'on a mis en place est encore plus fatigant pour les enfants. Je voudrais revenir aussi, dans le cadre du périscolaire, sur quelque chose que l'on a beaucoup évoqué au début de la refondation, au début de la réforme, c'est les devoirs à l'école. Et là, nous sommes extrêmement déçus parce qu'on n'en parle plus. Et nous estimons que les devoirs, s'ils étaient faits à l'école, permettraient aux enfants qui sont dans des familles où les parents travaillent beaucoup, rentrent tard, ou dans des familles où on n'est pas en capacité de faire les devoirs, ça crée une inégalité entre les enfants qui sont scolarisés. Donc rien n'empêche les familles de s'intéresser au travail scolaire et de jeter un œil dans le cartable et les cahiers des enfants le soir quand ils rentrent, mais il faudrait absolument que ces devoirs soient faits à l'école dans le cadre de l'égalité des chances des enfants en milieu scolaire. Alors, je pense que sur les difficultés que nous avons rencontrées pour la mise en œuvre de ces rythmes scolaires, c'est en partie parce qu'on a voulu imposer, on va dire de Paris, mais je me sens, les fédérations sont au siège à Paris, mais les établissements, les communautés éducatives ont pensé que les directives venaient de Paris, que c'était imposé. Nous pensons qu'il faut laisser une autonomie, une liberté aux établissements, aux communautés éducatives, et que les rythmes scolaires qu'on va pouvoir mettre en place dans un établissement en fonction du projet d'établissement et du projet éducatif, le rythme n'est pas forcément le même dans l'école d'à côté. Je suis allée 3 fois l'année dernière dans les DOM. Par exemple, ce que l'on propose ici en métropole n'est pas adaptable dans les DOM parce que les enfants se lèvent extrêmement tôt le matin pour des questions de déplacement. Voilà, c'est comme ça. La chaleur fait aussi que... Voilà, donc ça n'est pas adaptable. Les enfants qui sont en montagne, je pense que ce que l'on peut imposer... alors, on peut donner un cadre, mais la mise en œuvre... Oui, je vous sens concernée. On donne un cadre, mais il faut laisser une certaine autonomie dans la mise en œuvre de ces rythmes scolaires. Il faut évidemment, je l'ai évoqué au début de mon propos... On a pensé la journée, la semaine, mais on n'a pas repensé l'année et on reste toujours sur ces 36 semaines travaillées. Il faudrait vraiment laisser plus de souplesse au déroulement de l'année. Pourquoi pas réduire les vacances scolaires? Qu'est-ce que l'on fait de ce mois de juin qui est quasiment laissé, où on laisse déjà les enfants à la maison, alors que là, on pourrait en profiter pour mettre des choses en place aussi. Il faut adapter ces rythmes scolaires, et là on l'a vu, je crois que l'expérience est assez significative depuis la rentrée scolaire, entre la maternelle, primaire, et puis je crois qu'on s'oriente vers le collège et le lycée par la suite. Il faut vraiment adapter les rythmes en fonction de l'âge de l'enfant, et ce qu'on a fait pour le premier degré, il aurait fallu qu'il y ait une différenciation entre maternelle et primaire. Donc, dans les regrets que nous avons, c'est que souvent le projet d'établissement est oublié dans la réforme des rythmes, parce que je persiste à dire que sans doute dans certains endroits et pas partout, parce qu'il y a de belles réussites et ça on n'en parle pas suffisamment et on ne s'en sert pas. Et en France, on a ce défaut de ne pas savoir prendre ce qui marche bien. Dans certains, là on est dans le cadre scolaire, donc dans les établissements scolaires pour s'en servir ailleurs. Tout n'est pas adaptable partout, mais quand quelque chose marche bien, sachons le faire savoir et arrêtons d'être négatifs et pessimistes, notamment dans les médias, pour dire partout que tout est foutu, ma pauvre dame, quoi. Je suis désolée de cette expression, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. On ne parle jamais des réussites de mise en place des rythmes dans certains endroits. Donc voilà, sachons faire passer nos messages et sachons faire savoir ce qui va bien. Donc le projet d'établissement, la précipitation a été mauvaise, les projets d'établissement ont été oubliés.
mais laissons le temps de se réadapter et de remettre en place des choses qui fonctionneraient beaucoup mieux. Alors je crois aussi que dans le périscolaire, et là les communes interviennent, et tant mieux, parce que c'est aussi les enfants de leur commune. Quelqu'un l'a évoqué, je le dis très souvent moi aussi, les enfants d'aujourd'hui sont la société de demain. Donc qu'est-ce que l'on fait, nous, adultes responsables, pour que nos enfants réussissent leur scolarité? Qu'est-ce que font les communes pour adapter au mieux les rythmes scolaires, pour que les enfants qu'ils ont dans leur commune aujourd'hui soient les citoyens, et pourquoi pas les élus de demain, et que ce soit des adultes épanouis et responsables? Et bien souvent, il y a des inégalités de traitement entre certaines communes et certains établissements. Il y a des communes qui ont des moyens ou qui ont voulu se donner les moyens pour la réussite de ces rythmes, et d'autres qui y vont frileusement, d'autres qui entendent plus le message des enseignants ou de certains parents qui sont vent debout contre la réforme dans leur intérêt personnel et n'entendent pas forcément les associations de parents d'élèves. Et puis il y a aussi alors ce qui ne concerne que l'enseignement catholique, nous rencontrons les fonds d'amorçage qui ont été mis en place par les communes, enfin rendus obligatoires, 50 ou 90 €. Dans l'enseignement catholique, nous avons parfois dans certains endroits des difficultés pour obtenir ces fonds d'amorçage. Certaines communes se font un peu tirer l'oreille pour les verser aux établissements de l'enseignement catholique, des établissements sous contrat d'association. Voilà, je crois que pour conclure, et je laisserai la parole à Christophe rapidement pour essayer de ne pas dépasser le temps de parole, je crois que c'est vraiment la concertation, le dialogue, prendre le temps de réfléchir sur un vrai projet en lien avec l'établissement, avec le projet éducatif de l'établissement, laisser l'autonomie, la liberté au chef d'établissement, à son équipe, à toute la communauté éducative pour mettre en place de vrais projets et ne pas hésiter à les corriger, à les modifier en fonction de ce qui correspond le mieux aux enfants et de ce qui sera le meilleur pour l'enfant. Travaillons et gardons à l'esprit, sachons faire passer ce message que c'est l'intérêt de l'enfant avant tout et pas celui des parents et pas celui des enseignants. Il compte aussi, bien évidemment que la vie de famille équilibrée compte, bien évidemment qu'un enseignant qui se sent bien dans son travail, qui est épanoui, sera un bon enseignant, et que si on l'oblige à venir travailler dans un établissement sous une réforme, sous des rythmes qui ne lui conviennent pas, mais sachons dialoguer et mettre en place de beaux projets pour nos enfants. Juste deux mots, parce que vous l'avez dit, il est important surtout qu'on ait un dialogue. Juste deux mots, parce que Caroline Sayou, de toute façon, a dit le plus important. Je voudrais simplement insister donc sur dire que toutes les difficultés tiennent à la communication. Finalement, toutes les fédérations de parents d'élèves le réclament régulièrement. Il n'y a pas assez de communication entre les parents et les enseignants et les chefs d'établissement. Donc pourquoi là ce serait facile tout d'un coup sur un sujet qui nécessite une communication et que cette communication est essentielle. Et il n'y a pas assez de communication entre le monde scolaire et les communes. Donc là aussi, cette communication est essentielle. Donc il y a un deuxième écueil. J'insisterai donc sur deux points, parce que c'est des points où parfois nous avons un désaccord. Il nous semble, pour les appels, capital qu'il y ait un lien entre les enseignants et les personnes en charge à qui on confiera le périscolaire. De notre côté, nous n'imaginons pas deux mondes, un qui irait de 8h30 à 15h30 avec des enseignants, et tout d'un coup, les élèves qui sont passés à d'autres personnes, et que ces responsables, ces personnes qui font un acte éducatif, quel qu'il soit, qui accompagnent les jeunes, ne travaillent pas ensemble, ne soient pas connectés. Pour nous, ce n'est pas envisageable. Il faut que ce périscolaire soit lui aussi raccroché au projet d'établissement, et il faut que les personnes puissent travailler ensemble. Enfin, le financement. C'est un point évidemment sur lequel nous n'étions pas tout à fait d'accord. Vous l'avez bien compris, on remercie dans ce projet le gouvernement de l'avoir compris et d'avoir mis un fonds d'amorçage qui est à disposition de l'enseignement public et de l'enseignement associé par contrat à l'État, puisqu'évidemment là ce sont les enfants et c'est les mêmes enfants, le même périscolaire, les mêmes besoins. On serait très heureux que les communes envisagent la chose de la même façon. Ce sont leurs enfants, les enfants de leur commune, ils ont exactement les mêmes besoins, et à partir du moment où on souhaite que les uns et les autres s'engagent vers une réforme fondamentale
et encore une fois, Caroline l'a dit, la réforme fondamentale, c'est la partie scolaire, qu'ils aient plus de temps pour les fondamentaux, qu'ils aient plus de temps pour apprendre, mais qu'ils aient aussi ce périscolaire qui leur permet une autre ouverture, qui leur permette de mettre en avant d'autres qualités, de découvrir d'une manière différente la culture, le sport, etc. Eh bien, tous les enfants, là, vous le reconnaîtrez, j'espère, les enfants sont les mêmes et ont les mêmes besoins. Donc nous attendons des collectivités territoriales, et ici au Sénat, nous devions le dire, nous attendions des collectivités territoriales un traitement équitable. Voilà. Madame Saliou, Monsieur Abraham, merci de cette contribution. Nous allons passer maintenant aux questions. Si vous en êtes d'accord, Madame le rapporteur va vous poser une série de questions aux uns et aux autres, auxquelles vous allez pouvoir répondre immédiatement. Ensuite, ce sont les collègues qui poseront les questions de façon simultanée, et nous les prendrons donc ensemble, et ensuite vous pourrez répondre à l'ensemble des questions des sénateurs. Alors la parole est à Madame le rapporteur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais d'abord faire, je dirais, une petite réaction, je vais me livrer à une petite réflexion par rapport à ce que les uns et les autres vous avez pu dire de votre statut de parent d'élève. Et j'ai envie de dire que je perçois un certain nombre de contradictions. Alors, je m'explique. Bon, tout d'abord, tout le monde reconnaît le bien fondé de cette réforme dont on parle depuis des années. Donc ça, c'est une première chose. Mais ensuite, quand je parle de première contradiction, vous avez évoqué, Madame Saliou, que pour le bien de l'enfant, le samedi matin eût été un meilleur choix. Alors je vous le dis en plus très spontanément, je le partage. Mais la contradiction apparaît tout de suite, puisqu'il y a la demande des parents d'élèves d'être associés. Donc qu'ont fait les collectivités et qu'est-ce qu'on aurait dit si elles n'avaient pas consulté les parents? Et quand on consulte les parents, 90% des réponses sont pour le mercredi matin. Donc là, une première contradiction. Comment on gère ce qu'on peut avoir, comme vous le dites, la conviction que le samedi matin, c'est mieux pour l'enfant, mais on se sent aujourd'hui dans une société où le dialogue est demandé, la concertation, l'échange, et que dès qu'on consulte, alors il y a ce que vous avez dit, c'est là que je renvoie, je dis il y a sans doute un travail pédagogique à faire de par les associations pour amener une réflexion auprès des parents et pour faire que la réponse qu'ils font est souvent une réponse peut-être je ne sais même pas si c'est de facilité, parce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés à certains endroits, parce que les parents voient bien que des activités qui étaient mises en place ou des organisations le mercredi sont bousculées par le mercredi matin, et que finalement, le samedi matin, ça n'aurait pas été plus mal. Mais là encore, on a répondu avant d'avoir peut-être travaillé la question. C'est pour cela que je vous pose la question qui en découle. Est-ce que dans vos organisations, vous travaillez à la réflexion de la réorganisation de l'année? Parce que vous dites, c'est vrai, il faudrait tout faire, mais bon, quand on voit ce que a provoqué juste le changement d'une demi-journée, j'imagine ce que va pouvoir provoquer un raccourcissement des vacances d'été, parce que on ira vers là. Donc, est-ce que vous y travaillez? Parce que tout le monde est d'accord pour raccourcir, mais pas au même endroit, pas au même moment, et puis on va poser d'autres questions. Et le bac, et tout un tas de choses. Donc, deuxième question, voilà, parce qu'on peut lancer, mais est-ce que justement, et je pense qu'il faudrait faire ce travail en amont, avant de se lancer. Deuxième contradiction donc, que j'ai pointée, et est-ce que là aussi vous avez un travail auprès des parents d'élèves? Parce qu'il y a eu de la confusion souvent entre cette réforme des rythmes et où on a dit mais finalement la journée elle n'est pas raccourcie,
Mais non, elle ne peut pas être raccourcie, puisque la journée, c'est le temps social des parents. Donc, faire porter une responsabilité au rythme en disant, mais finalement, les enfants, les journées sont aussi longues, ben oui. Alors, est-ce qu'il y a aussi un travail par rapport à l'organisation, qui n'est pas facile, hein, par rapport à l'organisation du temps de travail des familles? Et deuxième question que je pose, c'est peut-être un peu trop tôt, est-ce que vous avez eu, vous, une évaluation? Est-ce qu'il y a eu, du fait de l'introduction d'une matinée de classe travaillée, un changement dans l'organisation du temps des parents, peut-être même d'abord des femmes, puisqu'on a entendu parler que des personnes avaient recommencé à travailler alors qu'elles avaient un temps partiel avec le mercredi totalement libre, qu'elles avaient recommencé ou étaient passées, mettons, d'un 80 à 90%. Est-ce que sur ça, vous avez des indications? Et est-ce que ça peut être aussi une piste d'évaluation pour vous auprès de vos adhérents? Ensuite, autre contradiction, on parle beaucoup des activités, d'étapes. Or, tout le monde, et je crois que même les parents disent, mais il faut du temps à l'enfant pour souffler, il faut du temps pour ne rien faire, mais on est dans la revendication et dans l'exigence, toujours plus d'activités, avec toujours plus de personnes formées, c'est-à-dire penser qu'un enfant peut être au coin médiathèque en train de tranquillement regarder un livre, ça ne va pas apparaître comme une activité parce qu'il n'aura pas l'animateur qui peut-être lui fera résumer le livre. C'est pas ça. Donc, parfois, j'entends une confusion entre le mot pédagogique, que j'ai entendu beaucoup employer, et c'est du temps éducatif. C'est pas forcément du... Donc, on ne peut pas avoir... Donc, après, les exigences en termes d'encadrement, en termes de formation, en termes de tout ça, c'est pas les mêmes. Or, tous les pédopsies savent bien que l'enfant a besoin aussi de souffler, de rêver, et il se construit aussi bien qu'avec une activité toujours très structurée. Voilà. Et donc, je voulais poser une question, donc... à l'appel un peu, parce que je n'ai pas retenu. Comment analysez-vous le fait, bon, on a eu des représentants de l'enseignement catholique tout à l'heure qui nous ont dit peu d'écoles, 10% des écoles dans l'enseignement catholique sont passées au rythme. Et il avait l'air pessimiste pour la prochaine rentrée. Donc, est-ce que vous participez à ce pessimisme? Est-ce que vous pensez que? Et comment analysez-vous le fait? Parce que moi, j'avoue que là, je suis un peu étonnée, parce que souvent, dans l'enseignement catholique, il y a eu des initiatives d'organisation, de temps différents, du fait aussi de l'autonomie qu'ont les établissements. Je pensais qu'ils étaient en condition, justement, en condition pour être beaucoup plus libres, au sens, et donc beaucoup plus allants. Donc, comment expliquez-vous peut-être cette frilosité? Et enfin, tout le monde, on a pointé la nécessité de l'articulation temps scolaire, hors temps scolaire. Après, il y a des interrogations à la place des collectivités. Est-ce que c'est... J'ai retenu, c'est bien sûr que les collectivités, elles ne font pas de pédagogique, elles font de l'éducatif. Mais ça, c'est le rôle. C'est le rôle d'une société. Et voilà, je m'arrêterai là, je renverrai à ce proverbe africain que vous devez connaître. Il faut tout un village pour bien éduquer un enfant. Et je crois que la réforme des rythmes, c'est sans doute ça, et c'est sans doute ça qu'il faut essayer de faire. Merci beaucoup, Madame le rapporteur. Voilà un beau bouquet de questions. Mais ça peut être aussi. Donc, à votre convenance, qui c'est qui souhaite? Madame Gaujac en premier. Rapidement, revenir effectivement sur cette organisation, sur l'organisation du temps des enfants, sur la semaine, le mois, l'année. C'est effectivement, nous, à la FCPE, une question qu'on se pose depuis longtemps, qu'on revendique depuis longtemps. Une alternance de 7 semaines de classe, 2 semaines de repos, parce qu'on sait que les 2 semaines sont nécessaires pour que ce soit des vraies vacances.
Ça, oui, ça on y est. On a là-dessus, c'est quand même une avancée. Mais il faut quand même continuer à être vigilant parce que on a vu qu'à un moment il y avait 2 semaines, par exemple, je ne sais plus sur quelle période de vacances, puis après on était revenu en arrière, notamment sur les vacances d'automne qui ont beaucoup varié. Donc il y a quand même une certaine vigilance à avoir. Par exemple, sur ne serait-ce que ces vacances qui à un moment duraient 1 semaine, 10 jours, 15 jours, enfin c'était un peu compliqué. Il y a effectivement aussi la reconquête du mois de juin. Alors on a parlé dans notre intervention sur les collégiens et les lycéens qui ont des rythmes de vie et de rythmes scolaires qui sont souvent très intenses avec des départs notamment sur les territoires ruraux très tôt le matin, des retours très tard. Alors quand on dit 35 heures TTC, c'est bien on voit bien que nos enfants ont souvent, nos jeunes collégiens et lycéens ont vraiment des semaines à rallonge et ont des temps, notamment par le fait des devoirs à la maison. Alors effectivement pour les collégiens et les lycéens, ça peut poser interrogation, mais que ce temps, parce que par exemple nous sur les devoirs en primaire, on est très très clair. Pas de devoirs à la maison. Il y a d'autres moyens de communiquer avec l'école que par l'intermédiaire des devoirs. C'est de la sous-traitance pédagogique. Nous sommes des parents d'élèves, nous ne sommes pas enseignants. Moi, je veux dire, nous ne sommes pas en capacité de forcément bien accompagner notre enfant dans des apprentissages fondamentaux. Les méthodes d'apprentissage ont changé de la façon... Je donnerai un exemple. La division, quand nous on l'a appris, maintenant nos enfants ils l'apprennent plus de la même façon. Alors quand on est parent d'élèves, ce n'est pas évident, notamment aussi souvent quand on est un peu éloigné de l'école, d'aller demander des conseils, etc. Donc c'est bien que les devoirs, c'est pas à la maison qu'il faut les faire. Le texte, c'est ça. Oui, mais les devoirs doivent être faits à l'école. Ah ben oui, voilà, après le problème. Voilà. Après, sur effectivement les contradictions qu'il peut y avoir entre ce qui serait l'idéal pour les enfants, je dirais l'intérêt, la dichotomie entre l'intérêt de l'enfant et l'intérêt particulier des adultes. Quand je dis les adultes, je dis bien nous tous adultes, effectivement est difficile. Alors on voit qu'il y a des endroits où il y a eu la moins mauvaise des solutions. Parce qu'effectivement, il faut concilier, notamment, je reviendrai sur les territoires ruraux quand il y a des déplacements, etc., des organisations. Mais quand ça se fait dans la concertation, nous, à la FCPE, ça ne nous pose pas de problème parce que justement, la concertation va permettre de construire. Parce que souvent, on voit que quand il y a des concertations, quand il y a un comité de mise en place, il y a eu un chronobiologiste qui est venu expliquer ce que c'était les rythmes. Il y a eu de la formation de tous les acteurs de la communauté éducative. Et à partir de là, on arrive à trouver des solutions. Il y a effectivement sur cette pause méridienne, parce qu'on sait qu'il y a des pics de vigilance à des endroits où ils ont bien compris. Alors il y avait, bon, on ne peut pas mettre 2h30 parce que pour les questions d'organisation. Donc on va trouver une solution qui va quand même permettre que les apprentissages fondamentaux, enfin les apprentissages scolaires, on parle bien du temps scolaire, se fassent à des heures où l'enfant va être plus vigilant. On voit bien que quand il y a eu ce dialogue, cette pédagogie, cette explication sur le pourquoi on réorganise ce temps d'apprentissage, parce que je crois qu'il ne faut vraiment pas oublier que c'est bien un temps sur l'école. Après, les temps d'activité périscolaire, ce n'est pas cette réforme-là qui est en place. Effectivement, il y a d'autres choix communaux, les intercommunalités, qui doivent faire, voire même, pourquoi pas, les départements, on pourrait aller plus loin, les régions, etc. Donc c'est bien sur ces temps-là, et quand on explique, nous on l'a vu je viens d'un territoire heureux, mais quand on l'a expliqué, eh ben, on arrive mieux à aller vers quelque chose. Alors c'est pas forcément le samedi matin, c'est pas forcément, c'est aussi des fois le samedi matin, très peu de communes l'ont choisi, c'est 34 communes l'ont choisi, mais je crois qu'il y a aussi, et là les chronobiologistes sont quand même tous d'accord sur dire que c'est la rythmicité qui compte. Alors mercredi matin, samedi matin, nous, sur cette position, on n'a pas de position claire et nette. Il y a certains chronobiologistes qui disent qu'il faudrait qu'il y ait 6 jours d'école pour respecter cette rythmicité. Donc vous voyez, je crois qu'il faut aussi écouter ces gens qui ont travaillé. Il y a des psychologues, les médecins, enfin les académies de médecine ont un certain nombre d'avis qui nous semblent importants d'écouter, d'expliquer. Mais ce n'est pas toujours évident de mettre son intérêt particulier d'adulte en retrait de l'intérêt particulier de tous les enfants, je dirais. Merci Madame Kojak. D'autres interventions pour une réponse à Madame le rapporteur? Madame Marty, ensuite Madame Saliou.
Oui. Alors, concernant la contradiction du samedi matin, eh bien, dans certains cas, la concertation a été faite. La communauté éducative, dans certains cas, a choisi le samedi matin et le maire a choisi le mercredi. Voilà. Donc, il y a eu des contradictions, effectivement, à vouloir consulter. Parfois, on a des contradictions qui sont assez étonnantes, moi, j'ai trouvé. Néanmoins, ce qui s'avère, c'est que les mairies qui sont passées en 2013 et les parents, actuellement, qui ont mis en place la demi-journée au niveau du mercredi, s'interrogent sur le samedi. Comme quoi, je pense qu'il fallait du temps pour discuter. Il fallait du temps pour mettre en œuvre cette réforme. Et je pense qu'effectivement, en mettant du temps et en réfléchissant sur l'articulation, etc., on se rend compte qu'effectivement, à un moment donné, le samedi matin, parfois, dans certaines communes, il y avait consensus, on aurait pu arriver à un consensus, et c'est dommage parce que, bon, c'était aussi une solution qui est moins onéreuse, aussi, en plus, qui déstabilise moins les associations, le tissu associatif, etc. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et puis le cadre, je regrette aussi au niveau du décret, c'est que le samedi matin était dérogatoire. Voilà, donc ça a un petit peu poussé certains maires qui ont dit, bah non, je comprends pas très bien. Donc voilà, un peu plus de temps, une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité et compréhension du cadre dans lequel on était aurait permis peut-être de passer au samedi matin. C'est dommage parce que c'est effectivement une organisation intéressante pour les familles, pour les rencontres, etc. etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est les contradictions qui n'en sont pas réellement, je dirais. Concernant le raccourcissement des vacances d'été, nous, on a fait des sondages, les parents y sont favorables. Les parents sont favorables. Ceux qui ne sont pas favorables, ce sont les enseignants. Donc nous, de notre côté, nous sommes d'accord pour les raccourcissements des vacances d'été. Nous sommes contre le zonage des vacances d'été, par contre. Voilà. Alors que les professionnels du tourisme, ben oui, mais que les professionnels, qu'à un moment donné, moi, je veux bien, mais à chaque fois, on nous demande, et puis on nous dit, oh, oui, mais les professionnels du tourisme me disent que c'est un problème, etc. Oui, mais à un moment donné, les vacances d'été, c'est les vacances où, effectivement, les familles se rassemblent. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est pareil pour l'alternant du 7-2. On peut arriver à une véritable alternance entre 7 semaines travaillées, 2 semaines de congé, si et seulement si on enlève une zone. Parce que sur les 3 zones, forcément, au bout d'un moment, il y en a une qui ne fait pas cette semaine. C'est évident. C'est mathématique. Donc, nous avons... Effectivement, c'est pareil. Après, on nous dit, oui, mais pour le ski, c'est un problème. Voilà. Après, il faut... voilà. Bon, donc voilà, effectivement, on se retrouve avec la quadrature du cercle qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on est coincé si on prend les contraintes et voilà. Donc c'est un petit peu la problématique de ces vacances, mais je pense que les parents sont favorables. Je vais laisser ma collègue répondre. Alors rapidement sur le travail des femmes. Alors il y a 2 choses déjà, c'est que bien souvent la décision de mettre en place les 4 jours et demi a été tardive. Or les demandes de modification de temps partiel se font en décembre pour janvier. Donc effectivement, les femmes qui font maintenant le souhait, effectivement, on a un certain nombre de femmes qui nous ont dit clairement que pour elles, ça allait pouvoir être l'opportunité de pouvoir repasser à 90, même 100%. Avec le souci malgré tout, c'est que dans certaines communes, eh bien, c'est fin de l'école mercredi midi, rien derrière. Donc pas de cantine ou pas de liaison avec le centre de loisirs parce que dans certaines communes aussi, les centres de loisirs ne sont pas à proximité des écoles. C'est vrai que dans les communes où c'est pas un reproche, mais bien organisé depuis toujours, les choses se sont mises en place et là, effectivement, on sait qu'il y a un certain nombre de mamans qui vont faire une demande à revenir sur des temps. Pour d'autres, elles font le choix de rester à 80%, mais de réduire du coup leur journée et de pouvoir rentrer plus tôt pour leurs enfants. Donc on a un peu les 2 cas malgré tout. Maintenant, faire du chiffrage, c'est un petit peu compliqué puisque de toute façon, pour la plupart d'entre elles, il fallait qu'elles attendent décembre pour faire une demande de modification, même sur leur temps partiel, de le répartir leurs 80%. Et contrairement à ce qu'on pourrait espérer et souhaiter, les entreprises ne sont pas du tout flexibles et ne sont pas du tout dans l'écoute de ce genre de problématiques. Et ça, c'est vrai qu'avant qu'on fasse changer ces mentalités-là, en période d'extrême crise où les charrettes pleuvent à tire-larigot, c'est vrai que c'est compliqué, il faut être honnête. Alors sur l'étape, c'est vrai que très très rapidement, excusez-nous, c'est vrai que c'est une réforme des rythmes et pas une réforme du périscolaire, mais c'est vrai aussi que pour vendre la réforme, on a clairement dit aux parents, vous allez avoir des activités, on va mettre en place, on va développer des choses que vos enfants n'ont pas d'habitude, et le problème c'est qu'on a, passez-moi l'expression, on a vendu un aspirateur, alors qu'en réalité, on était venu pour une machine à laver, excusez-moi en faisant ça, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une réforme des rythmes qui s'est transformée en une réforme des
des options possibles à la sortie de l'école. Et c'est vrai qu'il faut des temps de calme pour les enfants et en même temps, il n'y a pas toujours les locaux. Quand vous êtes dans les grosses écoles où il n'y a déjà aucune structure et où il faut déjà faire les activités dans les salles de classe, il est clair qu'on ne peut pas proposer un temps calme dans une salle de classe, à part en disant aux enfants, croisez les bras, mettez la tête dessus et attendez tous. Donc c'est vrai que ces temps calmes, finalement, on en a besoin. Les lieux n'y sont pas toujours, le personnel non plus. Et du coup, ces suractivités qui effectivement fatiguent énormément les enfants, quelque part ont été une grosse couche de maquillage. Mais à terme, il faudra remettre un peu d'ordre dans tout ça parce qu'effectivement, on fatigue les enfants en voulant bien faire. On ne leur accorde pas les temps calmes dont ils ont besoin, mais ces temps calmes, pour les avoir, il faut parfois aussi restructurer un peu les écoles, recréer des endroits, parce qu'il y en a, mais c'est vrai qu'on a aussi pris de mauvaises habitudes dans les écoles. Il y a un besoin de réflexion. C'est pour ça qu'il fallait aussi un peu de temps, parce que parfois, il faudrait aussi s'asseoir, regarder tous les locaux, prendre les plans et regarder comment on pourrait reconfigurer l'école. Parfois, on ne pourra pas du tout la reconfigurer, soyons honnêtes, parce qu'avec les montées d'effectifs, on a rouvert des classes partout où on pouvait. Bien souvent, vous avez quand même, dans les grandes villes, il n'y a même plus de BCD, il n'y a plus de salle de sciences, il n'y a plus aucune salle, même pas pour des activités qui sont normalement prévues dans les programmes. Donc, impossible, effectivement, de créer plus et de faire plus à ce niveau-là. Et puis, malgré tout, c'est vrai que ça aurait pu être aussi une opportunité de créer un vrai diplôme, une vraie formation diplômante de l'encadrement périscolaire, où justement on aurait pu bien définir les missions, bien dire clairement ce que c'était. Ça aurait évité que l'on confonde pédagogique, culturel, enfin tout en même temps. Et ça aurait évité aussi, aujourd'hui, le fait qu'on prend un petit peu n'importe qui, n'importe quand, qu'on ne pérennise pas les emplois, que ces gens-là, on leur propose des emplois très précaires, donc ils ne restent pas. Il va falloir à terme réfléchir aussi réellement là-dessus parce que là, si on veut des tapes de qualité, il faut des gens qui ont eu un minimum de formation à la gestion du groupe, à la gestion, à l'encadrement des enfants. Tous les enfants, en fonction des âges, n'ont pas les mêmes besoins. Effectivement, si aujourd'hui on a des problèmes de règlement intérieur, c'est parce que finalement ces personnes-là ne sont pas habituées au fait qu'il puisse y avoir un règlement intérieur, une tenue vis-à-vis des enfants. Combien de fois on nous signale les portables, les choses. Il faut effectivement qu'on ait une unité dans l'école, dans le fonctionnement de l'école, et ça passera par tout ça. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter, sans ouvrir le débat, on peut en parler tout à l'heure, c'est que les communes qui ont des périscolaires et qui ont des contrats avec la CAF sont obligées de mettre à disposition, enfin, d'embaucher des animateurs formés, à minima le BAFA ou le BFD, à minima. Voilà. Donc, Madame Saliou et ensuite Madame Fontaine. Merci. Donc, également une réponse à deux voix. Alors, sur la contradiction que vous avez évoquée, bien évidemment que je partage votre propos. Nous avons sans doute, nous, la chance, fédération de parents, association de parents, d'être au cœur des débats, d'être au cœur des expériences, d'être en relation avec les experts. Donc, nous en sommes convaincus de ce samedi matin. Alors, avec les réserves qui vont avec, puisque dans certains endroits, ça n'est pas possible et ce serait même plutôt négatif. Avec mais la semaine qui pourrait être la meilleure, ce serait effectivement le samedi matin. Nous avons une grande responsabilité, association de parents, à informer nos parents et à les convaincre. Alors je pense que depuis toutes ces années depuis que l'on parle des rythmes scolaires, il y a une évolution. Vous parlez de la consultation qui a été faite où en majorité les parents ont choisi le mercredi. Alors je pense qu'il y a un manque d'information certes, mais il y a quand même une évolution parce que cette enquête, nous l'avions déjà faite il y a quasiment une dizaine d'années et c'était effectivement le samedi matin supprimé. Dans l'enquête de cette année, si les parents sont toujours pour le samedi matin supprimé, enfin non travaillé, un certain nombre de parents ont pris conscience quand même. Et je pense qu'il y a une évolution, oui. Mais ça n'empêche pas notre responsabilité à nous, parents, d'informer, de dialoguer, d'aller... Alors, d'où l'importance des associations de parents d'élèves. Et nous... Encore une fois, nous sommes conscients, en tant qu'association nationale et sans doute au niveau des régions et des départements, mais dans les établissements,
les associations de parents se sentent plus, ont des difficultés à avoir cette démarche, cette réflexion, ils se sentent plus animateurs d'établissement, qu'ils sont moins à l'aise dans le champ éducatif, ils ont moins la possibilité peut-être, enfin voilà, ils ont moins tendance à aller chercher les informations qui les aideraient dans leur rôle de président. Après, je soutiendrai ce qu'a dit Valérie Marty tout à l'heure. Dans certains endroits, le samedi matin a été choisi et le maire a choisi le mercredi. Et je vais vous dire, nul n'est prophète en son pays, puisque dans ma commune de 1800 habitants en Mayenne, où mon mari est adjoint au maire chargé des affaires scolaires, le groupe de travail de mon mari avait dit samedi matin, le maire s'est opposé et ce sera mercredi matin à partir de l'année prochaine. Donc, alors il y a des élections entre-temps. Marie a un dilemme, là. Mon mari est candidat. Mais je peux vous dire que... Non, mais... Une commune de 1800 habitants, c'est-à-dire une petite commune, on se connaît tous, nous habitons là depuis 25 ans. Tout le monde me connaît, le maire compris, et le débat sur les rythmes scolaires, nous l'avons depuis... Et je suis à l'intérieur de ce débat depuis plus de 15-18 ans. Eh bien... Madame Salniou, dans la commune dont vous parlez là, qui est la vôtre, les enseignants sont pour le samedi ou pour le mercredi? Alors, ils sont partagés. Je n'oserais pas dire qu'elle est... Parce qu'il y a 2 écoles, une publique, une privée. Tout le monde travaille en grande concertation. Mais bon, voilà, je ne voudrais pas répondre à cette question. Que monsieur le maire a pris le parti des enseignants? Non, il a pris un parti qui, pour lui, est économique et qui est un mauvais calcul. Il n'a pas pris le parti des enseignants. Et il a pris un parti économique et il a pris un parti de la préconisation de l'inspecteur d'académie. Donc voilà. Hein, donc voilà, on a... Mais voilà, je peux vous dire que dans une commune où je suis impliquée, où je développe, où on m'a demandé d'intervenir sur les rythmes scolaires, je ne suis pas entendue. Donc voilà, c'est nul n'est prophète en son pays. Donc, je confirme qu'on a un gros travail à faire auprès des parents. Ça, je vous l'accorde et vous avez entièrement raison de l'affirmer et d'enfoncer le clou. Sur le travail, des femmes qui auraient pu reprendre le travail, nous n'avons aucune donnée. C'est vrai que ça n'est pas remonté dans le groupe de travail qui a été mis en place au sein de l'enseignement catholique. Par contre, il y a une réflexion que moi, j'avais soumise au départ et que l'on n'a pas gardée. Peut-être que je ne m'y suis pas suffisamment attachée. Je m'étais dit, dans le groupe de travail, j'avais dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à aller vers les entreprises, puisque ces femmes qui ne travaillaient pas le mercredi pour pouvoir s'occuper des enfants, si elles reprenaient le travail, mais finissaient plus tôt dans la journée, est-ce qu'on ne pourrait pas voir vers les entreprises si quelque chose ne... Voilà, c'était une simple réflexion, mais pour autant, il n'y a pas eu de suite, et j'en suis en partie responsable parce qu'on ne s'est pas penché sur ce volet-là. Et puis, vous avez évoqué la frilosité de l'enseignement catholique. Alors, ça n'est absolument pas une frilosité. Je ne sais pas ce qu'ont pu dire nos collègues et amis des syndicats. Ce que nous n'avons pas voulu, c'est dans le cadre de notre liberté, de notre autonomie, c'est aller dans la précipitation. Ce que je peux vous dire, c'est que les établissements, donc moins de 10%, c'est vrai, mais les établissements qui y sont passés ont de vrais projets, de vraies réalisations et de vrais résultats. Et nous avons organisé donc le 17 janvier prochain, là, c'est donc la semaine prochaine, une grande journée sur les rythmes scolaires où tous les départements et les régions sont invités, enseignement catholique, pour continuer à travailler, à voir quels sont les projets, les possibilités, partager, échanger, pour aller vers, sans doute parce que tout le monde est conscient, pour y aller, mais y aller au rythme de chacun, en s'adaptant à l'établissement, à la commune, à la collectivité, à la région où nous nous trouvons. Voilà, on encourage, on donne un cadre, mais on encourage d'abord à la réflexion et à un vrai projet, que nous n'allions pas dans la précipitation, et surtout, ce sur quoi on insiste à chaque fois, et on insistera le 17 janvier, c'est sur cette réforme qui serait une réforme périscolaire. C'est pas ça, la réforme des rythmes scolaires. Donc voilà, et Christophe complétera sur les autres questions, parce que c'est des questions qui ont été évoquées au sein du groupe de travail. Sur ce point-là, nous avons tous cru, dans les débats précédents, que nous étions tous d'accord.
parce que nous avions une culture, parce que nous en avions parlé depuis des années. Mais personne n'a vu à quel point le sujet pouvait être complexe, combien il pouvait y avoir d'interprétations différentes. Et cette réforme a été imposée, je suis désolé de le dire, mais imposée avec un... Il a cru, oui. Non, mais c'est pour ça que je dis nous avons, aussi bien le ministère que nous tous. Donc on a cru, et quand il y a eu les débats au moment de la concertation, on a cru que c'était quelque chose d'évident. Mais il faut, pour que cette réforme soit réussie, que chacun comprenne l'intérêt de cette réforme. Or, on ne peut pas la comprendre s'il n'y a pas des débats au niveau local. Cette réforme concerne tous les acteurs de la communauté éducative. Il doit donc y avoir un débat dans chaque communauté éducative. Si on ne prend pas ce temps-là, la communauté éducative ne s'approprie pas la réforme, ne la comprend pas, et chacun reste donc sur son précaré. Voilà pour ce point-là. Sur la partie, est-ce que nous envisageons une réforme du rythme annuel? Oui, et nous y travaillons. Et nous pensons que cette réforme ne pourra être finalisée que s'il y a aussi une réforme des rites annuels. Par contre, là, pour le coup, nous avons un problème. Autant nous avons plus de liberté sur l'organisation de la semaine, c'est la chance, on va dire, de l'enseignement catholique, autant nous en avons moins sur le rythme annuel. Et je ne suis pas aussi pessimiste que vous, parce que si nous nous rappelons l'avant 2008, il y avait beaucoup plus de cas différents. Et il y avait nombre de départements qui avaient réduit, par exemple, le temps des grandes vacances. Dans l'enseignement catholique, le quart des établissements était déjà la semaine des 4 jours, sauf que ce n'était pas du tout la même semaine des 4 jours. C'était une semaine des 4 jours où, effectivement, il y avait plus de jours de classe parce qu'on réduisait les autres vacances. Or, on nous a imposer quelque chose depuis la rue de Grenelle avec un même exemple valable pour l'ensemble du territoire. Nous sommes, ça ne vous étonnera pas, complètement opposés à ce schéma. Nous voulons plus d'autonomie, plus de souplesse. Je vous donnerai qu'un seul exemple. Chacun prend ses exemples locaux, mais celui-ci, je le connais bien. En tant qu'ancien Normand, en Normandie, vous savez qu'on coupe la poire en deux. Donc, il y avait nombre d'écoles qui ont mis le samedi travaillé une fois sur 2. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut plus le faire ça. Or, ce samedi travaillé une fois sur 2 permettait à la fois aux familles qui avaient eu un divorce, eh bien, de laisser l'enfant plus libre d'aller chez le deuxième conjoint, et permettait aussi aux familles de venir plus facilement dans l'école, parce qu'une fois sur 2, le samedi matin était travaillé et on pouvait se retrouver, parce que nombre de parents ne travaillent pas tous, mais nombre de parents ne travaillent pas le samedi matin. Donc ça, c'est un exemple de souplesse que nous n'avons plus aujourd'hui. Parce que si nous voulons réduire le temps scolaire sur l'année, il nous faut une dérogation qui, depuis 2008, nous est refusée, alors que nous en avons fait au niveau de l'appel la demande dès la réforme de 2008. Oui, donc oui, nous souhaitons poursuivre cette réforme des rites sur le côté annualisation, enfin le rythme annuel, parce que le rythme de l'enfant, c'est ça qui est important, et le rythme de l'enfant, c'est pas le rythme de la journée, c'est le rythme aussi avec les parents, c'est le rythme sur l'ensemble de l'année, c'est le rythme des vacances. Merci, Monsieur Abraham. Je vais donner la parole à Madame Fontaine. Madame Kojak, vous souhaitiez réagir tout à l'heure, peut-être, après Madame Fontaine? Très rapidement, une toute petite réaction. C'est vrai qu'en 2008, on nous a imposé la semaine des 4 jours, sans faire de provocation inutile. Il n'y a pas eu de bronca, ça n'a pas été la révolution, tout le monde l'a accepté. Effectivement, il y avait des organisations, des départements où il y avait nous, on a entendu peu de personnes protester par rapport à l'ampleur qu'il y a, et sur ce sujet qui faisait quand même, rappelons, je vais me permettre de rappeler, qui faisait quand même consensus pour dire que la semaine de 4 jours, c'était pas bon. Quand on voit maintenant, quand on vous dit on va revenir à quelque chose qui est meilleur pour l'enfant, on a l'impression de faire la révolution. La révolution, pour nous, ça a été en 2008, quand on est passé en semaine de 4 jours. Ça a été une vraie révolution. Voilà. Bien, merci. Madame Fontaine, c'est à vous. Merci. Donc, concernant le samedi matin travaillé, nous, quand on avait parlé justement de cette réforme, nous sommes allés à plusieurs entretiens. Si vous vous souvenez bien, ce que nous avions prôné, c'était de maintenir les 4 jours et réduire ces fameuses vacances, ces grandes vacances. Parce que la plupart des familles, pendant 8 semaines c'est long. Mais ce qu'on avait dit, et je reviens avec Valérie, on avait dit qu'il fallait arrêter de faire 3 zonages.
3 zonages, parce que ce qui signifiait que parfois des familles reconstituées qui sont sur 2 communes différentes très proches pouvaient ne pas être ensemble pendant ces vacances-là. Donc c'est pour ça qu'on avait demandé de rester à 2 zonages. Nous pensions effectivement que s'il y avait un choix à faire, et nous ne le souhaitions pas à l'époque, s'il y avait un choix à faire, que c'était le samedi qui était meilleur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe côté urbain? Le samedi, vous n'avez pas beaucoup d'orthophonistes, d'orthodontistes qui travaillent, etc. Et c'est vrai, la vraie croix et la bannière pour les familles, pour emmener les enfants, pour avoir un vrai suivi. Donc là, avec le mercredi matin qui est pris, mais je peux vous assurer que les parents autour de nous qui ont des problèmes de suivi médicaux pour leurs enfants ou de pédopsychiatres, eh bien là, sont obligés de s'organiser. Alors moi, j'ai la chance de faire partie d'un gros groupe. Je travaille à plein temps. Hein, c'est une seconde patrie, l'UNAP. Mais je peux vous assurer qu'il y a eu un effort énorme de fait dans notre entreprise qui a proposé du télétravail. Et peut-être qu'il faudrait y songer. Parce que ce mercredi qui est difficile pour les mères de famille ou certains pères, parce que parfois c'était des pères qui s'y étaient mis à cette journée non travaillée, peut-être qu'il faudrait le retravailler. Mais quand on a reparlé de réforme, on vous avait dit que ce serait bien qu'il y ait un parallèle aussi fait avec d'autres ministères, hein, voire au niveau des finances, du ministère du Travail, parce que pour justement donner une certaine souplesse à certains parents. Donc, il faut y réfléchir et peut-être c'est quelque chose qui commence à bien fonctionner dans notre groupe et qui est de plus en plus proposé. Et il faut vraiment y songer parce que maintenant, des ordinateurs portables, tout le monde en a. Même des tâches de secrétariat, des tâches commerciales peuvent se faire à distance. On ne vous dit pas de faire 5 jours par semaine à la maison. Mais si cette journée-là, au moins le parent aurait moins, si vous voulez, le souci d'emmener son enfant chez le médecin, etc. Après, c'est une responsabilité personnelle au niveau professionnel et un accord avec son employeur. On a confiance, on n'a pas confiance en vous. Mais il faut réfléchir à ce télétravail qui pourrait être une bonne solution. Voilà. Alors, pardon, si vous le permettez, puisque chacun avait son exemple local, je rebondis sur cette expérience de télétravail. À la communauté urbaine de Bordeaux est mise en place une expérimentation de télétravail, 1 jour par semaine. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que ça a été mis en place, et il y a un très gros succès. Donc je pense que ce que vous disiez, madame, on n'a peut-être pas assez, on ne s'est pas assez tourné vers les entreprises. Il y a sans doute quelque chose à travailler parce que aujourd'hui, je vois que ça fonctionne très bien. Voilà, donc c'est une collectivité locale qui s'est lancée là-dedans. Bel exemple. Donc concernant les vacances d'été, bien sûr que nous sommes pour 6 semaines de congé, pour avoir un allègement des autres. Mais c'est vrai que le tourisme a fortement réagi quand on avait proposé ces 6 semaines l'été. Et à un moment donné, il va bien falloir trancher. Vous vous souvenez, quand on est passé en 2008 à la semaine des 4 jours, le corps enseignant n'était pas du tout favorable à l'époque. Hein, parce que justement, on diminuait certaines vacances. Et après, maintenant, quand on est revenu à 4 jours et demi, je peux vous assurer qu'au démarrage, ils n'étaient pas pour du tout. Hein, ils avaient pris... Non, mais attendez, il faut être face à la réalité. Moi, j'ai eu la chance, mes enfants ont eu la chance d'avoir une dérogation à l'époque où ils étaient en élémentaire et maternelle, d'avoir la semaine à 4 jours, et de temps en temps, il y avait un samedi matin travaillé. Et là, effectivement, on a un constat aussi que quelques écoles ont pris le mercredi et se rendent compte que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mais il n'est pas prévu qu'on puisse revenir la seconde année sur le samedi. Alors je voulais savoir s'il pourrait y avoir cette dérogation, si les maires constataient effectivement que le mercredi ne fonctionne pas si bien que ça, peut-il y avoir une possibilité de revenir sur le samedi? Parce que ça pas, dans le décret, ce n'est pas noté. Hein. Donc... Madame Saliou, vous avez une réponse à nous apporter sur ce sujet-là? Ah, pardon. Madame Fontaine, terminez sa réponse.
Voilà. Donc, sinon, concernant le temps de travail, je vous l'ai évoqué dans les différentes étapes. Bon, journée, semaine. Bon, moi, mon souci, tout de même si les enfants ont moins de travail, il reste toujours, et c'est pour ça qu'on va reparler de ce télétravail, il reste toujours en dehors de la maison entre 8 et 10 heures. Et pour moi, ça ne changera pas grand-chose au rythme biologique de l'enfant, la chronobiologie dont on parle tous, parce qu'à l'époque, on n'employait pas ces termes-là, mais on se basait sur le livre qui est La fatigue à l'école du docteur Vermeil, en 1976, et tout le monde, en quelque sorte, c'était la chronobiologie de l'enfant, mais on n'employait pas ce terme à l'époque. Et toutes les évolutions qui ont essayé de s'adapter suivant les différents gouvernements se sont basées sur ce livre-là en 1976. Et en fin de compte, on parle toujours des mêmes sujets. Donc, à mon avis, tant qu'on ne se sera pas mis d'accord avec les autres ministères, l'ensemble du gouvernement, pour essayer d'harmoniser tout ça, parce que de toute façon, le travail, tout rentre en ligne de compte, on aura difficilement les enfants en dehors de la maison, moins de 6 heures, c'est pas possible. Entre 6 et 8 heures, je n'y crois pas. Donc, voilà, et je vais laisser juste la parole 2 petites minutes à M. Hardy, qui voulait rebondir sur une des questions. Alors, concernant la contradiction du mercredi et du samedi, alors j'ai la chance ou pas d'être sur une commune, d'être peut-être la seule commune du bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines à être passée sur la semaine des 4 jours et demi. Voilà. Et effectivement, on travaille donc depuis l'année dernière avec le comité de pilotage et de suivi. Et même personnellement, j'ai été favorable au mercredi matin. Et je pense qu'on devra s'appuyer pour la rentrée 2014 sur les communes qui sont déjà passées en 2013, où nous constatons donc nous sur notre commune, que les enfants, dès le jeudi, commencent à être hors circuit. C'est-à-dire qu'ils s'endorment en classe et le vendredi, les enseignants n'arrivent pratiquement plus à les maintenir en état de captation. Donc voilà, il est important et nous, parce que demain soir, on a une grosse réunion de 600 personnes, donc on continue de travailler. Oui, la ville a remis en circuit la concertation. Et visiblement, au niveau des DAZEN, toutes les communes qui sont passées en 2013 pour les nouveaux rythmes scolaires, la question du mercredi et samedi n'est plus dérogatoire. Voilà, donc par contre, là, il serait important de pouvoir revenir là-dessus. Et il a été évoqué également la pérennisation du rapport des élèves avec les animateurs et les enseignants. Et on constate effectivement qu'il y a une perte d'identité ou de repère vis-à-vis de l'adulte. Parce qu'effectivement, les élèves n'ont pas du tout les mêmes relations entre leurs enseignants et les animateurs. Et là, effectivement, on a un basculement négatif dans le respect de l'adulte. Et effectivement, c'est assez problématique. Merci, Monsieur Hardy. Madame Saliou, est-ce que vous voulez... est-ce que c'est dans le cas de la réponse à Madame le rapporteur ou est-ce que je donne la parole à Monsieur le sénateur Carl qui souhaitait poser une question? Le fait du samedi matin, on parle tous de la semaine de 4 jours qui pourrait être une semaine de 4 jours si on revoyait le mois, l'année, enfin, si nous vivions le temps scolaire différemment. Gardons quand même à l'esprit que si les chronobiologistes sont négatifs par rapport à la coupure de 2 jours du week-end, c'est parce que maintenant, avec le surcroît d'activités proposées le week-end, les déplacements des familles, les enfants arrivent complètement fatigués le lundi matin et ne sont pas en capacité d'apprentissage. Donc, une semaine de 4 jours, pourquoi pas sur le schéma, mais vu ce qui se passe le week-end, pour moi, enfin voilà, je reste persuadée que le samedi matin travailler est une bonne chose et ça empêchera peut-être certaines familles d'avoir un surcroît d'activité parce que c'est ça aussi actuellement, c'est que les familles voient leur intérêt personnel mais sont aussi en permanence en train de solliciter les enfants. On sollicite nos enfants, on veut leur faire plein de choses, voilà, il y a une contradiction là aussi.
Monsieur Hardy, vous souhaitiez rebondir? Oui, juste en fin de compte, pour confirmer ce qu'a dit Madame Saliou, c'est effectivement, on constate depuis, depuis 2008, effectivement, que le lundi matin est beaucoup plus difficile pour les élèves qui ont... Enfin, c'est paradoxal, effectivement, et là, on comprend mieux le surcoût d'activité. Et revenir au samedi matin, effectivement, permettrait aux élèves d'être moins fatigués le lundi matin. D'avoir un équilibre. Merci. Donc, Monsieur Carle. Oui, merci Madame la Présidente. Moi j'ai une question très simple du béotien que je suis et que je pose à tous nos intervenants. On est tous d'accord sur le fait de dire les rythmes sont les plus inadaptés. Il y a consensus que c'est ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. D'ailleurs ça me pose des questions quand on dit ce qui compte c'est l'intérêt de l'enfant, il faut remettre l'intérêt ou l'enfant au centre du système. Est-ce qu'il y aurait des intérêts supérieurs à celui de l'enfant? Ceci étant dit, est-ce que les rythmes biologiques de l'enfant et des enseignants qui doivent guider, c'est vrai, la réforme des rythmes scolaires, est-ce qu'ils peuvent être totalement déconnectés des autres rythmes, des rythmes des familles pour commencer par les familles, qui ne sont pas aussi à une contradiction près. Entre le parent du vendredi et le parent du lundi, ce n'est pas toujours la même position, seulement c'est le même parent. Bon, et c'est vrai en particulier, madame, pour le ski, parce que les parents sont les premiers à dire ce qui compte, c'est les fondamentaux. Mais il faut aussi faire du ski. Il faut faire du ski, mais ils ne veulent pas venir au Grand Bornand et à la Clusaz tous en même temps. Donc il faut aussi étaler les vacances. Et les professionnels du ski doivent en tenir compte. D'autre part, le tourisme, c'est une partie importante de notre économie. Et que si on veut financer un certain nombre d'activités, il faut que l'économie permette aussi de les financer. Donc, rythme des familles, rythme des collectivités. Les collectivités, elles ont aussi leurs problèmes en termes de personnel, en termes de temps, de capacité d'accueil, en termes de transport. Rythme aussi de la diversité des territoires. Vous l'avez dit, madame, 1 kilomètre dans les Hautes-Alpes en hiver, ce n'est pas 1 kilomètre à Paris ou en Bretagne. Et qu'on voit bien là, je veux dire que les choses sont extrêmement complexes et qu'on ne peut pas ne tenir compte que des rythmes biologiques de l'enfant et des enseignants. Et est-ce que ce n'est pas, et c'est ma question, plus un problème de méthode qu'un problème de fond, et que le décret trouve vite là sa limite à vouloir décréter de mettre les mêmes rythmes en France partout au même moment, ça pose un certain nombre de problèmes. Et comme j'ai parlé du décret, il me semblerait qu'il y a une proposition qui pourrait être faite très rapidement, c'est que le samedi matin soit plus dérogatoire, mais que soit au même titre que le mercredi. Je vais vous dire pourquoi. Lundi, j'ai reçu des maires, des stations de ski, entre autres, mais pas uniquement des stations de ski, qui disaient, mais nous, ça nous pose problème, parce que le mercredi matin, les jeunes vont au ski, parce que le ski, pour certains, ça sera demain la réussite au niveau des compétitions, pour d'autres, ça sera leur métier. Ils seront moniteurs, ils seront pisteurs, ils seront perchemans, ça sera leur métier. Et que là, c'est vraiment, j'allais dire, contre-productif. Donc je crois qu'effectivement, peut-être que de faire en sorte qu'il y ait ce choix, parce qu'après tout, et moi c'est ma conviction profonde, c'est au niveau local que ça soit se décider entre les différents acteurs. Donc est-ce que ce n'est pas un problème de méthode plutôt qu'un problème, j'allais dire, plus politique au mauvais sens du terme? Merci beaucoup, Monsieur Carle. Madame Gaujac? Alors, moi, je voudrais dire, n'oublions pas qu'aussi, il y a les projets éducatifs territoriaux, le projet éducatif de territoire, qui effectivement est un moyen, quand on parle projet éducatif territorial, que l'ensemble des communautés dont vous avez parlé, monsieur le sénateur, la communauté des parents, la communauté des enseignants, les communautés de la commune, du territoire. Quand on dit territoire dans le FCPE, c'est pas simplement la commune, ça s'étend au-delà des limites. Et ces projets éducatifs territoriaux doivent permettre la dérogation. Et d'ailleurs, dans le décret, effectivement, il y a un certain nombre de cadres qui sont posés, mais les documents qui étaient transmis, que les conseils d'école ont pu consulter, que les parents ont pu consulter, c'était plusieurs types d'organisation de la semaine. Il y avait 4 ou 5
de mémoire, hein, parce que 4 ou 5 propositions avec une pause méridienne raccourcie, avec les temps d'accueil périscolaire positionnés ou les APC, les poser à différents endroits. Donc je pense que cette souplesse, et je crois, enfin c'est ce qu'on dit à nous à la FCPE, c'est une formidable opportunité que les territoires s'emparent de ce problème, qui n'est pas un problème de la jeunesse, de qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes, pour nos enfants. Et quand on dit jeunes, c'est 0-18 ans. Hein, on le voit bien qu'il y a par exemple, dans certaines communes, des projets éducatifs locaux sont des opportunités, et les PEDT doivent être dans cette continuité-là, permettre cette adaptation. Parce qu'il y a quand même des très très beaux projets. Nous, on en a eu un certain nombre qui nous sont remontés à la FCPE, où on voit qu'il y a des choses où les élus ont discuté avec l'ensemble de la communauté éducative, c'est-à-dire les éducateurs hein, qui faisaient du périscolaire, pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire pour que nos jeunes se sentent bien et grandissent dans un environnement bienveillant. Parce que l'intérêt de l'enfant, c'est quand même quelque chose qui est important. N'oublions pas que la France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et je pense que ça peut aussi s'inscrire dans toute cette logique. Merci. Madame Marty. Oui, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le décret, effectivement, le samedi matin était dérogatoire. Donc les mairies étaient obligées d'argumenter, ce qui a été un frein, effectivement, à cette réflexion sur le samedi matin. Il faudrait, effectivement, je suis d'accord avec vous, essayer d'assouplir ce texte afin de laisser toute la communauté éducative pouvoir s'adapter aux contraintes du territoire. On a parlé de l'outre-mer. Moi, je n'ai pas commencé à parler de l'outre-mer, parce que c'est vrai que l'outre-mer, c'est effectivement un autre vaste domaine sur les aménagements du temps scolaire, bien évidemment. Je pense que vous avez parlé de méthode. Oui, c'est une mise en œuvre est très, très compliquée. Et comme c'est très compliqué, il faut du temps. Et il faut effectivement de la souplesse pour pouvoir s'adapter aux moyens de la commune financiers, aux moyens humains de la commune, à son projet. Et puis, vous disiez l'intérêt de l'enfant, mais normalement, le projet d'école se construit autour des élèves de l'école, c'est-à-dire quels sont les besoins spécifiques. Alors il est peut-être possible, et il est possible que dans une école rurale, dans une école de montagne, les enfants n'ont pas le même besoin en activité sportive, parce que peut-être ils en font beaucoup par ailleurs, par rapport à un enfant qui vit en région parisienne, effectivement, ou qui va faire peu d'activités sportives. Donc effectivement, je pense qu'il faut de la souplesse dans cette application des rythmes scolaires, il faut du temps, parce que convaincre les parents parfois du samedi matin, il faut discuter avec les enseignants, il faut discuter avec les collectivités locales, il faut trouver aussi parfois les moyens de faire ce qu'on a envie. Donc ça aussi, ça demande du temps. Donc je pense qu'effectivement, c'est une réforme qui s'est faite trop vite. C'est pour ça que les gens se crispent sur l'aménagement du temps scolaire, et qu'un peu plus de temps et un peu plus de souplesse, on arriverait effectivement à plus de choses. Madame Salliot, Monsieur Abraham. Merci, Monsieur le Sénateur, de proposer cette souplesse. Vous l'avez compris, nous adhérons franchement à cette proposition. Madame le rapporteur, bien sûr. Madame le rapporteur, nous avons, dans quelque temps, j'espère que nous parlerons aussi des rythmes du secondaire. Dans la communauté de Bordeaux, vous connaissez le lycée du matin. Est-ce qu'on imagine là aussi qu'il y aura un schéma national qui supprimera tout ça, alors que ce lycée est exceptionnel, c'est un bon exemple, il travaille très bien. Là aussi, c'est un exemple de souplesse, d'autonomie. Faisons confiance aux communautés éducatives. Faisons le choix des communautés éducatives et arrêtons d'avoir des schémas programmés depuis la rue de Grenelle. Non, mais pardon, le lycée du Mirail, voilà, c'est un lycée qui apporte une réponse pour un certain nombre d'élèves. C'est par rapport à une problématique d'un certain nombre d'élèves qui se retrouvent dans ce fonctionnement. Mais je crois que dans le décret des rythmes, il y a tout à fait la souplesse. La seule chose, c'est de dire qu'il faut écrire un projet. Ben oui, c'est le minimum. On ne peut pas dire, il faut argumenter. Voilà, c'est tout. On peut pas. C'est pas terriblement contraignant de devoir écrire justement quel projet on voit, et à ce projet correspond une organisation de la semaine. Je crois que ça, c'est une bonne chose. Quand nous allons travailler sur l'année, la semaine, l'année, actuellement, les communautés éducatives, on l'espère, avec les collectivités territoriales, réfléchissent, débattent. C'est maintenant qu'il faut leur donner cette liberté. Il ne faut pas réfléchir aujourd'hui sur une partie des rythmes scolaires et puis dire on va recommencer demain. Il faut remettre les choses à plat en leur disant nous vous faisons confiance. Vous connaissez les jeunes que les parents vous ont confiés.
ensemble travailler à ça, laisser plus de souplesse. Là aussi, nous avons dit que nous étions un mauvais exemple, un pays où nous avions le plus d'heures de cours et le moins de jours. Eh bien, nous sommes aussi un mauvais exemple sur un pays qui ne veut voir qu'une seule tête. Tout est décidé depuis le ministère. Ce n'est pas une question de majorité, ça a toujours été comme ça. Il faut apporter de l'autonomie et de la souplesse pour qu'enfin les gens se parlent et travaillent, mettent en place des projets en fonction des jeunes qui sont dans les établissements et pas sur un modèle général. Je vais compléter juste pour répondre au sénateur Carl. Voilà, on partage autonomie, souplesse, liberté. Vous avez évoqué aussi les collectivités. Toutes les collectivités. Je comprends, et la concertation doit aussi passer par là, parce que, comme on l'a dit, les mairies, par exemple, accueillent les citoyens de demain, donc ils ont une responsabilité éducative. Et justement, comme ils ont cette responsabilité éducative, et que l'on met souvent en avant le problème financier des communes. C'est vrai, il ne faut pas le nier, il faut le travailler. Qu'est-ce que coûte un enfant qui n'a pas réussi sa scolarité? Qu'est-ce qu'il va coûter adulte en psychologue, médecin, hôpitaux psychiatriques, prison, assistant, enfin voilà. Donc assistanat complet. Donc arrêtons en France, et ça n'est pas que pour le scolaire, de mettre des pansements sur des jambes de bois. C'est maintenant qu'il faut investir pour que ces 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans formation non pas n'existe plus, mais au moins ce chiffre soit réduit, énormément réduit. C'est un engagement énorme de notre pays. Madame Saliou, pardonnez-moi, mais ça appelle de ma part une réflexion très très profonde. Le jeune qui devient délinquant, ce n'est pas forcément le jeune qui est en rupture au niveau de sa scolarité, mais il y a souvent, quand on recherche bien, un manquement au niveau des parents qui n'ont pas tenu leur rôle d'éducateur. Et le premier éducateur de l'enfant reste le parent. Voilà, je souhaitais quand même rétablir cette vérité. Mais vous avez complètement raison, mais c'est pareil. Et nous avons cette responsabilité en tant qu'association, nous avons la responsabilité en tant qu'élus. Qu'est-ce que l'on fait pour accompagner ces familles qui sont éloignées de l'école, qui rencontrent des difficultés d'éducation? Et j'apprécie la façon dont vous l'avez exprimé. Vous n'avez pas parlé de parents démissionnaires. Je ne supporte pas cette expression. Les parents ne sont pas démissionnaires. Les parents souhaitent le meilleur pour leur enfant, seulement ils ne savent pas s'y prendre. Donc accompagnons les jeunes, accompagnons les parents et faisons en sorte d'arrêter cette roue, ce système infernal qui les conduit vers l'échec. Mais je partage complètement votre propos. Monsieur Carl voulait réagir. Et ensuite, Madame Fontaine. Oui, vous savez... Le mot de la fin, Madame Foncieux veut parler. Oui, Madame Saliou... Oui, Madame... Alors, Monsieur Carl. Oui, Madame Saliou, vous savez, je crois que les élus ont bien compris que l'éducation, c'est un investissement et c'est sans doute le meilleur qu'on puisse donner. Donc ça, ils l'ont très bien compris et que si les murs sont importants, c'est ce qui se passe à l'intérieur des murs qui compte. Alors il y a peut-être encore de la pédagogie à faire. Le seul problème, mais j'arrêterai là parce que je ne veux pas le penser sur un plan politique, c'est pas le lieu. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Pour un bon nombre de communes, financièrement, ils ne peuvent pas. C'est clair. Ensuite, on évaluera vraiment et on saura en fonction des budgets. Voilà. Le temps tourne, il y a plusieurs réactions, donc je vais prendre ces réactions immédiatement et ensuite la parole est à Monsieur Fauconnier. Nous avons Madame Goujac, Madame Marty et Madame Fontaine. Rapidement sur le problème du calendrier annuel, se pose aussi derrière la question de l'organisation des examens, puisque notre calendrier annuel, c'est le baccalauréat qui fait la fin. Donc c'est bien une réflexion quand on l'a déjà dit, quand on parle de rythme scolaire, ce n'est qu'une étape, qu'un des éléments de cette réorganisation de l'école, enfin de la refondation de l'école, pardon. Et c'est vrai que c'est aussi ce point-là qui est vraiment aussi un point qu'il faudra voir, comment ce baccalauréat qui fait que tout est fait pour ce point final-là. Merci.
Merci Madame Kojak. Madame Arty. Oui, pour revenir sur le décret et puis sur ses contraintes, on a vu que le décret instaure que la journée ne peut pas faire plus de 5h30 par jour, sauf que beaucoup d'aménagements de temps scolaire ont dérogé à cette carte, à ce cadre, comme la ville de Paris et puis d'autres encore. Donc il serait peut-être important de clarifier ce texte et de dire qu'effectivement on peut déroger à ce 5h30 et laisser la possibilité aux communes, du moment où on a nos demi-journées, nos 5 demi-journées, pouvoir effectivement organiser en fonction de leurs attentes. Madame Marty, nous avions interrogé le représentant, le DGESCO, qui nous avait assuré qu'effectivement il est possible de déroger aux 5h30, d'aller au-delà. Alors, tout à fait, mais comme le texte, effectivement, c'est pas très clair. Très honnêtement, le texte ne permet pas la dérogation, mais les dérogations ont été possibles, pour dire tout à fait. Sauf que certains maires, il faudrait donc clarifier les choses, certains maires restent dans des discussions dans l'aménagement du temps scolaire sur ces 5h30, alors qu'ils aimeraient faire autre chose. Tout à fait, c'est bien Madame dommage que la communication soit pas faite et que clairement on dise qu'effectivement, mais les 5h30 ne sont pas, sont juste un conseil, peut-être une limite. Ce seront absolument, ce sera une des propositions, je pense, de notre mission. Madame le rapporteur, de clarifier cette situation, d'informer les maires, tout comme pour l'assouplissement du choix entre le mercredi et le samedi. Madame Fontaine. Oui, donc une des questions, vous avez répondu à ma place, c'était concernant que le rôle des parents, qu'il ne fallait pas l'oublier, qu'il était quand même primordial et que c'était eux qui étaient quand même au démarrage de l'éducation de leur enfant. D'accord ? Donc là, on est clair. Et par contre, il faut absolument qu'on soit axé sur une certaine souplesse actuellement, parce que si on veut que, si vous voulez, si on veut que maintenant les rythmes, on les mette en place maintenant, il va y avoir d'autres transitions, parce qu'il va y avoir une évolution qui va se faire. Et si on n'a pas une souplesse maintenant, on n'aura pas une bonne transition par la suite. Donc, quitte à voir pour les vacances d'été, etc. Hein, mais si on reste, on met un frein, on oblige, on donne des directives et on doit s'y fier et rien faire d'autre, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Parce que ce qui se passe effectivement au niveau des grandes villes, la problématique n'est pas la même au milieu rural et il faut vraiment être à l'écoute de tout le monde. Parce que là, le problème des transports, il est vraiment déjà concret. Il existait avant cette réforme. Mais il faut aussi penser que la problématique de travailler une demi-journée supplémentaire, c'est vraiment une gageure pour ces petites communautés, hein, où ils doivent essayer de s'entraider entre les villages, etc. Et j'ai pu le constater pendant les vacances d'été, où j'ai fait un petit tour en montagne, et j'en ai profité pour aller en voir certains. Mais encore une fois, c'est bien, on l'a senti quand même comme quelque chose qui nous était imposé. Mais ce que je demande et ce que demandent les parents autonomes, soyez souples, parce que l'idée aussi de travailler de temps en temps un samedi sur 2, pourquoi pas? Il faut y réfléchir. Ou un samedi sur 3. Il faut y réfléchir. Parce que avec ce système de pouvoir raccourcir à 6 semaines qui ne serait pas... de toute façon, c'est ce qui existe déjà parfois, parce que quand vous voyez les étudiants qui finissent à mi-juillet et qui reprennent à mi-août, certains l'ont déjà, hein, ce système de vacances raccourcies. Mais c'est clair qu'il faudrait une harmonisation pour les familles, ce serait beaucoup plus facile. Et voilà. Merci Madame Fontaine, on a bien compris que le maître mot qui revient systématiquement, c'est plus de souplesse. Monsieur Fauconnier. Très rapidement, deux remarques et une question. Bon, je m'excuse, j'ai pas pu participer, j'avais des auditions sur un autre texte, mais bon, j'ai participé ponctuellement à la session de tout à l'heure. Une première remarque, j'ai pas très bien compris, c'est la remarque que vous avez fait, madame, sur, je crois que c'est l'UNAF, ce qui est là, c'est ça? Donc, sur l'interrogation que vous aviez de l'implication des collectivités locales dans le projet éducatif, il me semble à un moment vous avez dit, alors je ne sais pas si j'ai mal compris, est-ce que vous contestiez l'idée que les collectivités puissent s'investir fortement dans le projet éducatif? J'ai pas trop saisi, donc je voudrais une clarification parce qu'il y a un vrai débat sur ce sujet. Je finis juste pour que vous puissiez répondre. Il y a un vrai débat sur ce sujet parce que, d'une façon générale, les collectivités locales sont perçues comme des lieux
politicienne d'une certaine façon, hein, puisque, bon, sauf les petites communes où tout ça s'est mélangé, dans les grosses communes, habituellement, c'est assez clivant. Donc la tentation, c'est très souvent de dire, attention, hein, l'État national serait impartial et les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, etc., seraient taxées de tous les maux, en noyauté, etc. Donc je voudrais que vous m'indiquiez bien si vous estimez que ce n'est pas le job des collectivités locales ou si effectivement j'ai mal compris la question. Voilà, vous avez donc pu suivre une audition sur la réforme des rythmes scolaires. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.